Même si le plan A se passe pas comme prévu, c'est parce que tu te donnes à fond que le plan B finira par marcher et être encore mieux que le truc que tu avais prévu de base. J'ai créé une boîte qui s'appelle 10%. C'est une application de cashback qui permet de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Nous, on veut vraiment être l'application de fidélité numéro 1 en Europe, mais de fidélité. C'est pas du couponing, c'est pas en one shot, des trucs de réduction. Non, c'est vraiment la fidélité et c'est ça qu'on veut travailler. Est-ce que tu valoriserais quelqu'un qui va négocier son salaire chez toi ? Un sales qui essaie pas de négocier son salaire, pour moi, c'est un peu un red flag. On a choisi un chemin qui est compliqué. Les startups comme les nôtres, on a levé des fonds, donc on dépense plus d'argent qu'on ne gagne, c'est assumé. C'est quoi le tips que tu nous donnerais pour arrêter de douter ? C'est surtout de dire que là où tu y allais, c'est les moments où tu t'es lancé et ça a payé. Et donc, comme quoi, il faut se lancer. Mais même quand tu doutes, fais ton truc. Les amis, avant de vous présenter cet épisode, j'aimerais remercier notre partenaire. C'est Hello Bank Pro, la banque digitale du groupe BNP Paribas qui accompagne les indépendants. Vous le savez, c'est désormais officiel, les factures papier ou les PDF simples, c'est fini. À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront obligatoirement passer à la facture électronique, quelle que soit la taille de l'entreprise. Et ça tombe bien. Parce qu'avec Hello Bank Pro, vous bénéficiez d'une solution clé en main, simple et sécurisée, qui vous fait gagner en productivité et vous permet d'être conforme aux exigences de la nouvelle réforme. Vous pouvez gérer vos factures clients, vos factures fournisseurs, vos notes de frais, vous pouvez piloter votre trésorerie et bien plus encore, et tout ça, c'est inclus dans l'offre Hello Bank Pro. Alors si vous voulez anticiper sereinement la facturation électronique et gagner du temps en gérant vos factures au même endroit que votre compte professionnel, je vous recommande d'aller faire un tour sur le site Hello Bank Pro, je vous ai mis le lien en description. Encore merci à Hello Bank Pro de nous soutenir dans notre mission, inspirer un max de personnes à entreprendre. Bonne écoute. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Aujourd'hui, j'ai une entrepreneur avec un E, mais surtout une personne qui vit selon un mantra, avoir du fun. Alors t'apprendras que mes intros puent la merde, mais c'est fait exprès. C'est super. Comment ça va, Clem ? Ça va hyper bien. Trop contente d'être là. Écoute, un grand merci, dédicace à notre Charlie National qui nous fait toujours les meilleures intros. Raconte-moi, j'ai même pas envie de savoir ce que t'as monté encore. Je veux comprendre d'où te vient ce mantra d'avoir du fun. Bah écoute, on fait tous plein de choses, plus ou moins drôles. Il nous arrive plein de choses plus ou moins drôles aussi. Et je sais pas, quand tu te lèves le matin, quand tu te bouges, quand tu passes de l'énergie à faire des trucs, je trouve que ça n'a absolument aucun sens si juste tu t'amuses pas dans ce que tu fais. Donc ça veut pas dire que toutes les heures, toutes les minutes de chaque journée, tu t'amuses, mais overall, je pense qu'il faut essayer de se bouger pour s'éclater un peu dans ce qu'on fait et que ce soit un but vers lequel on tend. Et tu t'éclates ? Ouais. Pas tout le temps, mais principalement, ouais. Et quand je m'éclate pas, je me dis qu'il y a un problème et je change des choses pour m'éclater. Je sais pas si tu l'as conscientisé à un moment dans ta life, ce dont tu me parles là, mais moi je veux comprendre une petite chose. C'est quoi ta rêve plus jeune d'avoir du fun ? Est-ce que tu as eu des modèles de personnes qui ont du fun dans leur quotidien et tu t'es dit mais c'est ça la life ? Ou est-ce qu'à l'inverse, tu as vu des gens qui n'avaient pas de fun et tu t'es dit moi je veux pas être ce genre d'adulte ? Je pense que forcément les deux. J'ai 2 parents qui travaillent beaucoup. Puis t'es entouré de plein de choses. J'ai grandi quand même un peu avec les réseaux sociaux, tout ça, où tu vois la majorité des gens qui parlent de leur taf, du coup, ça va être sur des plateformes, sur des plateaux télé, même quand t'étais plus jeune, tu vois, la Oprah, etc. Et en fait, c'est un côté de tout, même ce qui est dur, a du sens. Et du coup, moi, j'ai défini cette manière de, OK, il faut se bouger pour que ça ait du ssens. Et pour moi, si ça a du sens, ça doit aussi être fun mais dans le sens, tout n'est pas drôle. Je parle pas d'être drôle. Je parle juste de s'éclater en se disant, j'ai appris quelque chose, j'ai été stimulée, j'ai rencontré des gens cool. C'est être utile ? Ouais, c'est te sentir utile et t'améliorer au quotidien ? Ouais. Mais dans une dynamique là où je me dis, ouais, je m'éclate. Genre, c'est-à-dire que ce que je fais me consomme de l'énergie, mais m'en donne aussi, quoi. Donc, c'est un peu ce truc de, faut que ça aille dans les deux sens pour que. Donc, c'est un peu difficile parce que le fun, c'est pas juste s'amuser, c'est pas il faut rigoler du matin au soir. Mais souvent, quand même, le nombre de minutes de sourire des gens par jour, je pense que ça détermine pas mal s'ils sont heureux ou non dans leur vie. Mais donc, c'est juste faire des choses qui te donnent envie de sourire. Et parfois, c'est parce que tu rigoles. Parfois, c'est parce que tu as fait quelque chose d'utile. Parfois, c'est parce que tu as appris un truc de fou. Parfois, c'est parce que tu étais bloqué, il y a un truc qui t'a débloqué. Parfois, c'est parce que tu as rencontré quelqu'un de cool, tu as fait quelque chose de cool. Enfin, c'est tous ces trucs-là. Mais c'est un peu le truc de ça me donne la banane, ce que je fais, quoi. Bon, on va quand même te présenter, parce qu'on va, avant que tu vas nous parler de ta boîte, et avant de comprendre, moi je veux comprendre ce déclic entrepreneurial, mais c'est drôle, je suis sûr et certain que de toutes tes expériences, et t'en as eu des diverses et variées, et à l'international, on va en parler, je suis sûr que c'est comme ça que tu as aussi su définir ton fun. Tu prends du plaisir sur quoi aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu as créé là depuis un peu moins de 2 ans, c'est ça ? Un peu moins de 2 ans, 1 an et demi. J'ai créé une boîte qui s'appelle 10%. Qu'est-ce que 10% ? Qu'est-ce que 10% ? 10%, c'est une application de cashback
qui permet de redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs. Ok. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es fidèle à une enseigne de supermarché, tu es récompensé. Quel que soit l'endroit où tu fais tes courses, tu récupères tes points et si tu vas tout le temps au même magasin, enfin dans la même chaîne, tu es récompensé. Et moi, je me suis dit, mais si tu achètes peut-être la même marque de pâte ou de dentifrice depuis 10 ans, c'est drôle à dire comme ça, mais ta marque de dentifrice t'a jamais dit merci, t'es super. Et c'est quand même dans un contexte où on est sursollicité de partout en permanence et là où la fidélité, c'est un truc qui est compliqué à travailler pour les marques. Je me suis dit qu'il y avait un truc à faire là-dessus pour qu'en tant que consommateur, on soit récompensé si on est fidèle et que les marques, je mets un peu de l'autre côté d'un point de vue marque de la FMCG, donc on dit CPG, enfin c'est les Fast Moving Consumer Goods, c'est tout ce que tu achètes en supermarché en gros, que ces marques-là, elles ont un intermédiaire dans la relation avec leurs clients, puisque tu n'achètes pas dans un magasin Colgate ou dentifrice, tu achètes dans un supermarché. Et donc, ils ont du mal à avoir du lien avec leurs consommateurs. C'est le supermarché qui crée ce lien et qui le maintient. Exactement. Et qui chope d'ailleurs les thunes là-dessus avec ses points de fidélité. Exactement. Okay. Et donc, je me suis dit, OK, il faut qu'on trouve un moyen avec une plateforme de permettre aux gens, aux consommateurs d'être récompensés s'ils sont fidèles ou s'ils le deviennent, et aux marques d'avoir ce lien direct à leurs consommateurs pour leur parler, leur présenter leurs produits, leurs nouveautés, savoir ce qu'ils en pensent, etc. Et j'ai un peu une manière de le dire, je parle de village digital. Je sais pas, imagine, tu vois, quand tu as ta petite boulangerie du coin, tu vas 4 fois par semaine, en fait, la boulangère, elle te connaît. Ou ton petit magasin de fringues, ou ta petite librairie, etc. Et elle va savoir, comment ça va aujourd'hui, t'as bien aimé le livre de la dernière fois, j'ai ça qui vient de sortir pour toi, en ce moment, on a la galette des rois, ok, t'en penses quoi, et la famille, ça va, enfin, tu vois, ces trucs-là. Et ces marques, elles n'ont pas ça. Et donc, on essaye un peu de reconstruire ça avec cette espèce de vitrine digitale, donc à grande échelle, sur l'application, où on a des marques qui parlent de leur histoire, d'où elles viennent, du sourcing de leurs produits, de leurs nouveautés, enfin, de tous ces éléments-là. Et financièrement, sur le cashback, qui touche quoi? Ça coûte quoi? C'est quoi le pourcentage? Est-ce que c'est 10%? C'est 10%. Ok. Mini question. Est-ce que 10%, il y a eu une inspi de la série ou pas? Non, mais tu sais que on nous dit ça tout le temps. Et j'ai un fun fact avec ça. Il y a un avocat qui m'avait contacté à un moment pour qu'on bosse ensemble. Et du coup, il avait fait ses recherches, mais à la ChatGPT, je pense, en 2 secondes. Et on commence le call. Et donc, je prends un call sollicité en call. Je me dis, vas-y, je vais le faire et tout ça. Et là, il me dit, ouais, du coup, ton associé, Jérémy. Je dis, mon associé s'appelle Max. Je dis, non, Jérémy, on n'a pas de Jérémy dans l'équipe. Je dis, de quoi tu me parles? Et il me sort un autre nom. Et du coup, je Google en mode 10% et ça. C'est le réalisateur de la série. Et là, je lui dis, tu t'es chié dans ta recherche ChatGPT parce que c'est pas du tout la bonne boîte. Quel red flag. C'était hyper drôle. Et le mec n'arrivait pas du tout à rebondir, à essayer de faire comme si de rien n'était. Et je me suis dit, mais c'est cata quand même, ça n'a rien à voir. Putain, tellement drôle. Et du coup, c'est bien 10% de cashback. C'est pas... Enfin, j'ai l'impression que c'est énorme, 10%, je me rends pas compte. Tu sais, juste que tu comprennes une petite chose, et d'ailleurs, tu peux empiétrer là-dessus, enfin, enchaîner. La prochaine question, ce sera, en gros, pourquoi du cashback? Il y a peut-être 5 ou voire 10 ans, il y a des boîtes qui ont commencé à se créer en France. Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y en a une qui est pétée, en fait. Et donc, c'est un petit peu cette question que je me pose, et après, à l'époque, je crois que c'était du 2-3%, 5 max. Donc voilà. La question est globale, mais c'est pour ça qu'on veut le faire, parce que nous, on pense qu'on peut péter déjà. Explique-nous un peu déjà, comment 10%, la valeur. Quand tu réfléchis, c'est pas si... tout le monde peut se permettre 10%. On a trouvé que c'était un bon chiffre parce que en tant que consommateur, ça fait la différence, tu vois. Si on arrive à rembourser 10% d'un ticket de caisse, ça fait vraiment la diff. Et en tant que marque, tout le monde peut se permettre du 10%. On a régulièrement des promotions à acheter, le deuxième à moins 50, etc. etc. Excuse-moi, je t'interromps, mais de ce qu'on entend, on va aller cash. La GMS, alors je crois qu'on parle plutôt des gros magasins qui n'arrêtent pas de nous faire croire chaque année qu'ils ne peuvent vraiment pas baisser les prix pour les personnes qui sont dans le besoin, mais qu'en même temps, c'est détenu par les plus grandes familles milliardaires de France. Pour mentionner la famille Auchan, la Muliez, je crois, dans le Nord, pour pas parler d'autres. Bref, passons. J'ai quand même le sentiment qu'ils nous font croire qu'ils sont à 10% près et qu'ils peuvent pas, qu'ils sont carrément à 1% près, que limite leur prix, il est calculé à la marge pour respecter le consommateur. Donc quand toi, t'arrives et que tu dis « Non, vous allez baisser de 10% votre prix ou de faire du cashback », genre, les entreprises, elles acceptent et elles disent en effet, on a la capacité de. C'est pour ça qu'on a voulu travailler par rapport à ta question sur un modèle de cashback. L'idée, c'est que c'est pas juste t'achètes mon produit, mes danettes là aujourd'hui avec moins 20%. Je sais pas si tu les avais achetés avant, si tu vas les racheter la semaine prochaine, si je t'ai fait goûter un produit que tu goûtais pas habituellement. Enfin, je sais pas du tout ça. Et nous, on s'est dit, faut que ce soit cohérent justement. Et 10% pour la fidélité, c'est ça qui est hyper. Enfin, on essaie vraiment de pousser cette image-là, de dire, tu vois, nous, chaque marque a son club sur l'application. On a le club Danette, par exemple.
Et il y a je suis un consommateur. minimum, mais voilà, et ben il faut y aller. Et donc il y a un minimum d'achats à faire d'Annette pour débloquer le club d'Annette et donc bénéficier des 10%. C'est rétroactif sur tes achats, tu vois, c'est 3 produits. Donc dès que tu as acheté 3 produits, ça peut être en une fois, ça peut être sur un mois. Tu rentres dans le club automatiquement et donc là, ça y est, tu es dans le club d'Annette. Ok. Donc tu bénéficies de 10% sur tes achats. Donc l'idée, c'est de se dire, si tu veux juste acheter un pack de Danette, non, on va essayer de mettre ça dans tes habitudes de consommation. Je vais pas non plus te faire acheter 3 paquets de Danette en 2 jours. Ok, donc Ce il serait n'y a absurde. pas d'incentive à plus consommer. Non, tu vois, c'est Ok. vraiment pas. Là, pour le coup, on est sur de la consommation rationnelle. Tu vois, on n'est pas sur des énormes promos de Black Friday, de machin. C'est plutôt ce que tu manges tous les jours, toutes les semaines, tous les mois. On veut t'accompagner là-dessus, tu vois. C'est là-dessus qu'on va avoir un impact. Et de se dire, plutôt que d'acheter une autre marque, peut-être que tu peux goûter les Danettes si tu t'en consommais pas et te mettre à consommer ça. Peut-être que si tu as acheté une Danette une fois de temps en temps pour te faire plaisir, on va te faire en sorte que 2 plaisirs par mois au lieu d'un, ce soit Danette. Enfin, c'est dans cette optique-là. Mais c'est pas du tout dans le fait de dire, je veux pas que tu achètes 50 paquets de Danettes demain matin. Enfin, si tu veux le faire, fais-le, mais c'est pas le but. L'objectif pour Danette, c'est de récompenser la loyauté de ses clients? Exactement. Nous, on veut vraiment être l'application de fidélité numéro 1 en Europe, mais de fidélité. Tu vois, c'est pas du couponing, c'est pas en one shot, des trucs de réduction. Non, c'est vraiment la fidélité et c'est ça qu'on veut travailler. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les marques derrière, ce qui les intéresse, c'est bien évidemment cette notion de fidélité chez le consommateur. Tu vois, on travaille de manière incrémentale. À chaque fois que la marque nous donne 1 euro, elle va nous dire combien moi j'en gagne derrière, du coup. Donc ça, c'est hyper concret. De dire, regarde, toi, t'as acheté pas de Danette et peut-être que tu vas goûter un pack de Danette. Donc, j'ai généré ça de revenus en plus qu'il n'y aurait pas eu si Danette ne travaillait pas avec 10%. Mais à côté de ça, elle va aussi s'acheter cette vitrine avec ses clients parce que du coup, elle va pouvoir parler des nouveaux parfums qu'elle a, des idées recettes. On a plein de marques. Danette, je sais pas si on peut cuisiner avec des Danettes, mais tu vois, des idées recettes. Il y a des tutos pour des marques, d'autres marques de skincare, par exemple. Enfin, tu vois, c'est plus large que ça. J'imagine, je tire le trait, mais tu sais, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, ils font des tests auprès de consommateurs pour voir si un prochain produit pourrait être mis en rayon. Moi, c'est mon rêve que le prochain, que des consommateurs 10% puissent tester des goûts, même choisir des packaging, par exemple. Parce que du coup, ça marche dans les deux sens. De la même manière, si je reviens sur mon exemple de village tout à l'heure, t'as goûté une nouvelle viennoiserie et ta boulangerie et t'étais en mode pas bon, ou alors elle est incroyable, tu vas donner le feedback et ça va impacter peut-être ce qui va se faire par la suite, tu vois. Et c'est vraiment cette dynamique-là qui nous intéresse. Et à côté de ça, la marque, ce qu'elle s'achète aussi, avec ses 10%, c'est un peu de connaissance de son consommateur. Parce qu'à la différence de financer une promotion dans un supermarché, c'est ce que je te disais, je sais pas, est-ce que tu avais déjà acheté des nanettes avant? Est-ce que tu en as racheté après? Non, mais moi, j'en achète plutôt petit, donc c'est un très mauvais exemple. C'est super. Non, l'épisode n'est pas sponsor par Danette, je vais non, me calmer. il est ni sponsor par Danette, et surtout d'un point de vue healthy, je suis pas sûr que c'est quelque chose que je devrais dire à voix haute. Mais bon. Mais tu vois, moi, je peux voir comment est-ce que les gens consommaient avant, comment est-ce qu'ils consomment après. Est-ce qu'ils ont l'air d'avoir un animal de compagnie? Est-ce qu'ils mangent bio? Et dans quelle région ils habitent? Où est-ce qu'ils font leurs courses? Enfin, tu vois, ce genre de données-là que les marques n'ont pas. Et moi, j'offre ce contact direct aux consommateurs avec cette connaissance, tu vois. Je suis sûr et certain que ces marques payent des études chaque année. Donc, ça doit leur coûter une blinde et c'est tout le temps de l'étude. Comment dire? Les panélistes, ils appellent ça. Ouais, c'est de l'à peu près, quoi. T'en as aucune idée. Donc voilà, je vois l'intérêt auprès d'eux. Je veux juste savoir, est-ce que les grands distributeurs, je sais pas comment on appelle ça, bref, les gros supermarchés, là, ils ont pas bloqué ça ou ils t'aiment pas concrètement? Non, alors je sais pas. Je sais pas encore. Est-ce que Danette a pas moins envie de faire de promo en magasin maintenant qu'elle a un moyen d'avoir une promo, mais qui est vraiment traquable et avec tous les bienfaits de 10%? Alors, le marché de la générosité en France, il est énorme. Hein. Donc, quand bien même. Marché de la non, mais c'est vrai. Les dépenses en générosité, c'est monstrueux. On parle de dizaines de milliards d'euros tous les ans. Donc, quand bien même, alors, il faut que je dise pour mes investisseurs, on va prendre une énorme part de marché, mais même 1%, c'est déjà énorme, tu vois. Et je dis pas que grâce à 10%, il y aura plus jamais de promotion en magasin. Enfin, il faut rester rationnel. C'est évidemment pas ce qui va se passer. Par contre, il y a toujours eu d'autres mécaniques derrière qui intéressent les marques. Et par exemple, c'est complémentaire, quoi. Surtout quand tu parles de gros groupes, tu vois, la majorité des grosses marques de grande distribution ont eu leur propre programme de fidélité. Il y a des programmes de fidélité Pampers pour les couches, Ma Vie en couleur pour Mondelez. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui existent sur le site des marques. Sauf qu'en fait, la réalité, c'est que quand tu rentres des courses, si tu dois aller sur 10 sites internet différents pour récupérer un coupon par-ci, un truc par-là, c'est un peu compliqué. Et nous, on essaie de leur dire, on veut juste continuer ça, mais de manière beaucoup plus scalable, beaucoup plus centrée sur l'expérience utilisateur, d'avoir tout au même endroit. C'est pour ça qu'on a des clubs par marque, qui est vraiment personnalisable, avec plein de mécaniques, cet aspect média, avec le corner de marque, cette vitrine, tu vois, c'est vraiment de travailler en fonction de ce dont eux ont besoin, mais ça repose là-dessus.
Donc complémentaire et en gros ils continueront Oui, à faire des évidemment. promos chez Monop, mais à côté ça peut être complet. Évidemment. Juste, j'ai une question qui me taraude depuis tout à l'heure. Allez, fais-nous une petite démo user. Enfin, je rigole, mais concrètement c'est quoi? Tu scannes juste ton ticket Ouais. de caisse? Exactement. Tu t'inscris en 2 secondes. On avait ça, par contre, c'est un peu notre côté. Je pense qu'on est tous assez jeunes dans la boîte. Et tu vois, le côté où tu t'inscris, tu passes une demi-heure à valider ton mail, choisir un mot de passe, Oui, remplir ok, tes trucs. non, On était là, en t'es mode en 2 angoisse minutes. absolue. Ok. Donc, tu vois, tu télécharges l'app, tu rentres ton numéro de téléphone, tu reçois un code, paf, t'es connecté. C'est tout. Il n'y a pas de mot de passe, machin. C'est lié à ton 06. Tu peux aussi le faire avec Apple, Gmail, etc. Et là, tu vois nos marques partenaires, tu partages ton ticket de caisse, tu peux envoyer par mail, tu peux envoyer une photo de ton ticket de caisse, tu peux digitaliser l'envoi aussi via ta carte de fidélité enseigne. On est connecté à la majorité des enseignes aujourd'hui. Ok. Et donc, tu peux dire, va chercher mes 5 derniers tickets de caisse, donc ça les amène automatiquement. Et ensuite, nous, on a une technologie qui va scanner ton ticket. Ça s'appelle un OCR qui transforme Je l'avais sur le bout de la l'image langue. en texte. Ouais. Et donc, pour dire, en effet, sur ce ticket-là, il y a le jambon Fleury-Michon, il est éligible, ça a coûté tant, il y en avait 2, donc 10%, ça fait tant. Et donc, ça, tu as une cagnotte globale sur l'application. Et dès que tu atteins 9 euros, tu peux te faire un virement sur ton compte en banque. C'est du vrai cash. Donc c'était ma c'est pas, et tu deuxième en fais ce que question. tu veux. C'est pas des bons d'achat, des points, des trucs bancals un peu. Tu parlais de ce qui existe déjà, Bien un sûr. peu poussiéreux et avec pas mal de contraintes. Nous, on s'est vraiment dit, on veut que la proposition de valeur utilisateur, elle soit mais simplissime. Et j'extrapole. Hein. Danette, t'aurais pas le seum demain que l'argent de cashback soit dépensé chez, je sais pas, chez Andros. Je crois qu'ils font des. Non? Ils font des crèmes dessert, je crois, je sais. Mais alors, peut-être, mais déjà, nous, on travaille déjà à se faire en sorte que tu aies acheté Danette de base, ça, c'est chouette. Après, moi, j'ai plein d'idées de partir, tu vois, de se dire, mais en fait, imagine, j'ai 5 euros de Danette dans ma cagnotte et je les redépense en Danette. Est-ce que ça devrait pas être plus? Enfin, j'ai plein d'idées derrière, un peu plus fintech, tu vois, mais de l'aspect marketing comment derrière tu aussi dépenses pour ton eux. argent aussi. Mais bien sûr. Et il y a Ok. plein de partenariats, de choses qu'on pourrait faire là-dessus. Mais en attendant, et c'est pour ça que je te dis, nous, les marques, ce qu'on a dû prouver au début, c'est qu'on générait de l'incrémental, donc on générait quelque chose qui n'aurait pas sans nous. Et ça passe aujourd'hui par des ventes de produits, de la fidélité. Ceux qui achetaient pas achètent un peu, ceux qui achetaient un peu achètent plus, ceux qui achetaient déjà beaucoup mais pas régulièrement achètent plus régulièrement. Enfin, tu vois, et donc de vraiment travailler sur, OK, qu'est-ce qu'on a généré comme volume vraiment mais financier pour la marque. Et après, on a Donc c'est mis des ok, idées, ouais, quand tu dis incrémental, c'est vraiment que ça n'existait pas et que c'est un plus. Exactement. Donc c'est C'est du vraiment CA en l'impact plus. de le fait que ta marque est payée pour être sur 10%. Ok. Est-ce que ça te fait bien gagner de l'argent? Enfin, c'est ça quand même ça le b.a.-ba d'une transaction, enfin de celle que nous on fait en tout cas, tu vois. J'allais dire c'est une longue intro, mais C'est je ne hyper long connais pas. Non, mais je ne connais pas 10% et je suis fan de la série, donc rentrons dedans. Et tu manges des danettes, donc à un moment il faut y aller. Hein. Mais voilà, t'inquiète, je vais télécharger l'app, je vais t'envoyer un screen ce soir. Mince, je suis en train de perdre ma question qui était. Non, concrètement, si je comprends bien, là, on a fait un petit peu une overview de toute la boîte. Vous servez qui? Moi, end user, ou plutôt des marques pour leur dire voilà comment tu vas augmenter ton CA et mieux connaître tes. Je sais pas si c'est une réponse de dormant, mais moi, c'est vraiment ce que je pense. Les deux. Et c'est ça, et tu vois, non, mais et j'ai levé des fonds il y a pas très longtemps, donc j'ai dû Ok. expliquer ce truc de genre, je suis un peu B2C et un peu B2B, et tu vois, tu rentres pas tout à fait dans les cases et ça fait peur à tout le monde. Mais en fait, les deux, puisqu'on est une application que n'importe qui peut télécharger, et ça, c'est un vrai aspect consumer. Et tu vois, on va regarder en mode qui utilise notre app, où est-ce qu'il clique, qui l'ouvre, à quelle fréquence, est-ce que ça marche, est-ce qu'ils ils génèrent bien du cashback et tout. Mhm. Et à côté de ça, nous, les marques, c'est nos clients. Et donc, on va essayer de comprendre aussi ce qui les intéresse, elles, ce qu'on peut générer pour C'est elles. un tu peu vois. marketplace, quoi. T'es obligé d'avoir une offre et une demande, en fait. Ouais, exactement. Et si tu délaisses l'un, tu meurs. Exactement. Donc, tu vois, c'est comme... demande à Airbnb qui y sert. En vrai, il sert les gens qui ont un appart à louer et les gens qui veulent louer un appart. Donc, cette dualité, on commence à l'accepter aussi. Et moi, je la trouve hyper cool d'un point de vue... business un peu, je trouve ça trop chouette de me dire j'ai 2 types de clients, j'ai 2 parties prenantes auxquelles je dois faire attention, c'est trop bien. Et dans l'équipe, tu vois, on a des sales, des commerciaux qui vont être plutôt être centrés sur les marques, on a une équipe marketing qui est plutôt centrée sur nos utilisateurs, et moi je leur dis, chacun a une majeure et une mineure, comme à l'université, c'est mon côté American. Oh Pas my du tout. god. Pas du Oh là tout. là, si je bossais pour toi. Mais non, mais c'est drôle défini comme ça, mais c'est juste pour dire en mode, ok, t'es commercial chez 10%, ton taf, c'est d'avoir des marques, de signer des marques, d'avoir des budgets générosité, etc. Mais s'il n'y a pas d'utilisateur sur l'application, t'as beau être le meilleur commercial de la Terre, ça sert à rien. Bien sûr. En marketing, je leur dis, toi, ton taf, c'est qu'il y ait plein de gens qui téléchargent l'app, qui l'utilisent, qui soient contents, qui restent longtemps, qu'ils en parlent en bien, etc.
S'il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'utilisateur. Donc en fait, les deux sont obligés d'avoir cette majeure. Il n'y a jamais aucune dualité. Mais si, mais c'est ça qui est génial, c'est de dire moi je veux faire ça et l'autre qui dit mais non, en pire idée, personne ne va rien comprendre. Il dit mais ouais, mais la marque elle veut ça. Et on fait ça pour les utilisateurs, mais non, ça n'a aucun sens pour nos marques. Enfin, mais c'est ça qui est intéressant. Moi j'aime bien quand il y a de la friction, quand il y a du désaccord, c'est là où il y a des idées de fous qui sont créées quoi. C'est du fun en fait. Du fun, on y revient. Bon, on va faire un vrai tour dans ta tête. Ça va être terrifiant. Non mais t'inquiète. Raconte-moi, je reviens sur le fun, je vais aller plus loin. Moi, je veux parler de ton déclic entrepreneurial. À quel moment t'as capté que tu pourrais être heureuse, riche et utile pour la société sans rester dans un modèle qu'on nous vend en France, c'est-à-dire le CDI? Alors riche, je sais pas encore. Je te le souhaite quand même. Mais heureuse et utile, 30 secondes. Tu entreprends et à la sueur de ton front et tu penses pas être riche à un moment? Si, je me dis qu'à un moment, il faudra que ça paye parce que ce que tu consommes, tu vois, de temps, d'énergie. Moi, la première année, j'avais pas de salaire parce que j'avais pas de quoi. Donc, évidemment, je payais mon équipe, bien évidemment. Mais du coup, j'avais pas, avec mon cofondateur, on n'avait pas de quoi se payer nous. Donc, tu vois, t'investis dans toi-même parce que du coup, tu tapes dans tes économies, machin. Donc, t'as ce truc où t'investis dans toi. Donc, bien évidemment qu'il y a une dimension financière. Et à un moment de dire, et c'est pareil, je pense pas qu'on puisse être entrepreneur. Enfin, il y a des gens qui le font, mais moi, j'ai pas 30 ans sous le capot comme ça. J'ai du temps. Là, j'en ai plein sous le capot, j'ai plein d'idées. Mais c'est vrai que c'est un taf qui est intense, tu vois. Il y a plein de choses. Donc, il y a aussi cette espèce d'équilibre que tu dois trouver à un moment. Après, il y a des gens qui, je sais pas, je rêve pas d'être multimilliardaire, mais oui, je veux une récompense financière à un moment, on va pas se mentir. Mais c'est une évidemment. Mais donc, et donc, tu parlais du déclic. Ouais. Moi, je bossais en fonds d'investissement avant en VC, donc qui investit dans les startups. Donc, j'ai côtoyé pas mal le monde entrepreneurial. Mon père était entrepreneur aussi. Dans le BTP, il n'y a rien à voir, pas du tout dans la tech. Moi, j'investissais dans des startups dans la tech assez jeunes. Je bossais dans des fonds dont la majorité des partenaires étaient des anciens entrepreneurs aussi. Donc, j'étais un peu baignée de ce truc d'entourer de gens qui construisent. Et t'as pris le virus. Bah ouais, et en fait, t'as un peu le côté de se dire... ça donne envie. J'ai eu plusieurs expériences où j'ai aidé des gens stylés à construire des trucs stylés. Aider, je mets des parenthèses. Enfin, tu vois, quand t'es investisseur, tout le monde dit hands-on et tout, machin, oui, mais ça reste, c'est pas ta boîte non plus. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais c'est dingue parce qu'il y a, t'as envie de construire un truc. Donc, il y avait ce truc-là. Il y avait le côté aussi, moi j'ai fait une école de commerce, tu sais, tu touches un peu à tout. Tu fais du marketing, de la finance, de la compta, du RH, du machin, de la communication et tout ça. Et après, on te demande de choisir un métier. Angoisse absolue parce que je suis en mode, mais ça fait 5 ans que vous me bassinez pour que je sois bonne partout. Et là, vous me demandez de choisir un truc au secours. Et c'est un peu le métier où... Comme à l'école, je trouve. C'est on demande d'être bon partout et après on dit, maintenant tu vas cutter. Et du coup, c'était un peu ce truc où je me suis dit, je veux m'amuser et je veux que ça change. Moi, j'aime bien quand c'est le bordel. J'aime bien quand ça change. J'aime bien pas savoir ça va être quoi ma main prio dans 6 mois. J'aime bien se dire la semaine prochaine, j'ai des idées de ce que je vais faire, mais il y a plein de choses qui vont popper, donc j'avais pas pris en compte. Il y a des choses que je pensais faire que je vais pas faire. Enfin, donc j'aime bien ce côté un peu bordélique, incertain. Je sais que c'est là-dedans que moi, je me sens bien. T'es opportuniste. Ouais, de fou. C'est un beau mot, non? Mais parce qu'il faut saisir, tu vois, il faut oser la provoquer, et saisir. Être à l'écoute, je suis d'accord. Il faut tenter des trucs, quoi. Et quand il y a quelque chose qui se présente, se dire, allez, tu sais quoi, on y va, on verra bien ce qui se passe, quoi. En général, le pire, il est pas si pire. Ah, c'est drôle, j'ai quelqu'un à ce micro-là, à ma place, ici, dans ce studio, qui a dit que sa mère lui disait « tu dois avoir peur ou honte, je sais plus, que de choses graves ». Et en réalité, il n'y a pas souvent des choses très graves. Mais il n'y a pas souvent des choses... Mais de la même manière que moi, je peux t'en parler de long en large, de 10%, c'est mon bébé, je suis à fond dedans, et c'est ce que je dis à ma team tous les jours, il faut être à fond, on a des grandes ambitions, etc. Et en même temps, il faut aussi être conscient, on ne sauve pas des vies. Et tu vois, il faut aussi se mettre un peu de trucs, mais ça fait du bien de temps en temps de se dire ça en disant on ne sauve pas des vies. Il y a peut-être quelqu'un qui, ce soir, si je fais pas la demi-heure de service client que j'ai prévu de faire, va pas récupérer son casse-break aujourd'hui, il le récupérera demain. C'est trop relou, c'est hyper important que mes utilisateurs soient contents. Mais à un moment, on ne sauve pas des vies aussi. Et il faut aussi relativiser ce truc-là. C'est pour ça que je dis il faut s'éclater parce que se prendre trop au sérieux, je pense que ça sert à rien. Être impliqué dans ce que tu fais, avoir vraiment quelque chose à faire, que ça marche bien, que quand tu promets des choses à des gens, tu as des clients, des utilisateurs, mon équipe aussi, que ce soit délivré, c'est hyper important. T'éclater, c'est important. Mais après, il faut aussi pas se prendre trop au sérieux non plus, quoi. Tu t'es déjà prise trop au sérieux? Ouais, de fou. Dans quel cadre? Je pense quand j'ai commencé, mais à plein de moments dans mes premiers tafs, moi j'ai un peu toujours la période de, tu sais, comme le début d'une relation amoureuse où t'es en lune de miel et t'es en mode ouah, c'est ouf. Et tu sais, t'as un peu l'impression qu'il y a des choses que t'apprends. Et surtout quand t'es plus jeune, t'es tes premiers boss, mais que ce soit stage, taf, etc. Tu découvres un monde et t'es en mode, mais c'est le meilleur truc de la Terre parce que t'as aucun recul. Et vraiment, moi je me vois rentrer, dire à mes parents en mode, mais
le monde de l'entreprise, en fait, vous avez pas compris, c'est comme ça et tout. Ma mère, parce qu'elle est malade depuis 30 ans, et tu sais, qui dit un peu en mode, ok, on va en reparle redescendre d'un étage. Dans 2-3 semaines déjà. Donc ouais, évidemment que t'as des moments comme ça où t'as ça, mais je pense que c'est un truc de plus jeune où t'as pas de recul. Et c'est ça, où tu te prends ultra au sérieux. T'as l'impression que ce que tu fais, c'est hyper important. Et après, juste tu réalises que, en vrai, tout ça n'est qu'une grande farce d'une manière ou d'une autre. Et voilà, l'important, c'est de dire c'est quoi l'impact que tu veux avoir. Tu veux t'éclater, tu veux machin, ok, tu te fais ta petite liste de choses qui sont importantes pour toi et t'y vas. Mais ça non plus, je vais pas te donner des leçons en disant je pense que tu devrais être un peu plus comme ça et un peu moins. Non, je suis qui, enfin, tu vois. Non, mais c'est drôle parce que quand tu commences un job, j'ai quand même le sentiment qu'on met un masque, tu sais, pour se fondre dans la masse. Ouais. Alors qu'intérieurement, on est en crise, en mode Ouais. Damn, je sais pas si je vais y arriver, Mais etc. Donc on essaie de s'auto-convaincre. Moi, je veux juste parler d'une chose. On arrive vraiment à ce déclic entrepreneurial, même si j'ai le sentiment qu'il a été plutôt fluide dans tes expériences. Déjà, t'as jamais été en CDI? Si, Si t'as eu un CDI? j'ai eu 2 CDI, Ok. mais pas très longs. Mais comme toi, j'ai vu dans ton LinkedIn, t'as fait plein de petits trucs. Ah non, mais laisse tomber. Et à l'époque, non, mais laisse tomber. Mais- Moi, j'allais dire le mec le plus instable. Au final, non, car ça fait 6 ans que j'ai le podcast, mais j'ai jamais passé plus de 9 mois. Ah si, j'ai fait 1 an et demi quand même chez New Fun, j'avais oublié. Bah, moi, Mais j'ai bref, fait, quand les moi, gens je crois disent je suis que pas un resté an et quelques, longtemps, c'est mon maximum en CDI. Et c'est hyper drôle parce que dans mon dernier CDI avant de commencer, alors qu'il n'a pas duré très longtemps, mais je suis en très bon terme avec eux, c'est parce que c'est là où il y a eu le début de 10% et tout ça. Je me rappelle quand j'avais eu l'entretien, donc avant tout ça, il m'avait dit bah ouais, mais t'es pas resté plus de 1 an dans un taf. Enfin, tu vois, en mode est-ce que t'es pas un peu instable ou c'est pas un peu un red flag? Et c'est marrant parce que je m'étais dit bah je comprends qu'on dise ça de fou, tu vois, mais en même temps c'est juste qu'à chaque fois j'ai fait le tour de mon taf, j'avais envie d'autre chose, de machin, etc. Et je peux être fidèle et loyale en même temps. Et j'ai l'impression que de plus en plus, moi, je vois des potes. Alors, j'en ai, ça fait 6 ans qu'ils sont dans la même boîte et tout ça. Mais je suis un peu waouh. Et il y en a d'autres, c'est 1 an par là, 1 an et demi par-ci. Mais c'est drôle parce que le 6 ans, on nous a vendu ça comme la norme. On nous a dit une bonne expérience, c'est au moins 3 ans. Bah ouais. Gars, 3 ans dans la même boîte, ça veut dire que j'ai fait au moins 4 jobs différents, que j'ai évolué Bah ouais, tous tu les vois. 6 mois, quoi. Et après, je comprends Ouais. aussi. Enfin, t'as des jobs qui sont plus techniques, machin. Et puis, t'as des moments où des entreprises qui ont des manières de faire. Enfin, tu vois, tu Puis, y formes en a qui quelqu'un, se ça peut contentent prendre de ce 6 qu'ils ont. mois, 8 mois, 10 mois. Tu veux pas avoir quelqu'un qui se barre quand il est formé. Évidemment, tu vois. Donc, je prends 1000 pincettes là-dedans. Mais on devrait pas juste se dire, moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, qu'on me dise, t'es instable. Je suis en mode, non, pose-moi des questions. Tu vois, chaque expérience, qu'est-ce qui s'est passé, Ouais, y a pourquoi une ça a duré logique à cette fois. chaque Mais fois. comprends. Et il y a des gens, en effet, ils sont vraiment instables. Faut pas travailler avec eux, faut pas les recruter. Et il y a d'autres gens, en fait, c'est des superstars et il faut leur donner une chance. Mais du coup, je dis pas que je suis la deuxième catégorie, qu'on soit bien clair, j'ai pas de boulard comme ça. Mais tu vois, il Qu'est-ce faut. que l'audience sans juger à la fin de ce Non, podcast? c'est pas du tout ce que. Mais tu vois, juste en mode, il y a un peu de contexte et maintenant, je trouve qu'il faut laisser un peu plus de place aux gens, de dire, vas-y, c'est quoi ton histoire? Pourquoi t'as fait tes choix? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Tu sais, moi, si je te pose les questions, c'est que ça m'a pris énormément de temps, même d'accepter ma singularité, et je commence à le faire grâce à vous, entrepreneurs que je rencontre au quotidien. Je suis en mode, ok, tout le monde est un peu fucked up dans sa tête, c'est super, ça veut dire que je me reconnais, mais tu captes que c'est pas la norme de la société, que même quand on commence un job, on nous dit, enfin, je vais aller plus loin. Je crois que quand on est jeune, on connaît personne qui s'est fait virer, et on a l'impression Ouais. que c'est fin du monde. Oui, mais Alors c'est comme que- quand t'es jeune, tu connais personne qui s'est fait tromper. Et après, quand tu grandis, tu captes qu'en fait, il y a plein de relations qui sont bordéliques et des Oh, mariages ouais, et y en tout. a même Non, mais beaucoup tu vois, trop, mais mais tu ouais. vois ce que je veux dire, c'est que quand Non, mais t'apprends, oui. enfin, il y a aussi un truc normal de quand tu grandis et du coup, il y a des choses qui deviennent plus de ton âge, mais c'est pas du tout péjoratif. Moi, ça me fait, je suis en fin de vingtaine, je vais bientôt avoir 30 ans, et ça fait 1 an que, tu vois, j'ai des potes qui parlent de baby à droite à gauche, machin, enfin, c'est un peu un sujet, et on apprend des trucs, tu sais, sur l'accouchement, la grossesse, et on est tous en mode, mais comment on savait pas ça? Mais on se dit, mais c'est normal, parce qu'en fait, à 20 ans, t'as pas besoin de savoir les détails d'un truc, Ouais, et tu c'est t'y juste parce que ça intéresses pas commence à forcément. t'arriver ou à tes proches que tu te dis, ah ok, d'accord. Mais pour moi, tout ça, c'est la même chose. C'est qu'en fait, plus tu grandis, plus tu prends du recul, plus tu fais face à des situations parfois trop cool, parfois trop pas cool. J'ai fait hyper vulgaire, je me suis calmée. Mais tu vois, et c'est ce truc-là, et c'est ok aussi. Il faut juste, justement, mais ne pas se prendre trop au sérieux. C'est aussi de laisser de la place à l'apprentissage, au feedback, à prendre en compte quelque chose qui arrive à quelqu'un que tu connais et te dire ah ça aurait pu m'arriver, il faut que je fasse attention à ça. Enfin, tu vois, c'est tous ces trucs là un peu de maturité aussi, donc c'est ok qu'il y ait des sujets que tu découvres un peu après, mais je suis d'accord qu'il faudrait plus dire aux gens à 18 ans t'inquiète, au pire ça se passe pas comme prévu, c'est pas grave. Moi j'ai pas eu l'école que je voulais en terminale, enfin pour le post-bac. Ah, mentionne-la. J'étais mon rêve de faire Sciences Po, mais j'ai fait pendant 2 ans première terminale, j'avais des cours tous les samedis et tout, j'ai bossé comme une malade pour ce truc. Attends. J'ai fait une prépa et tout T'as ça. fait quelle prépa? IP sup. Bah ouais, moi je suis parisienne et T'as tout. fait des cours d'anglais là-bas ou pas? Ouais. Arrête. Ça s'appelle comment ta mère? Bah, Madame Scali, quoi. En vrai, il faudrait que je retourne Elle sur est mes trucs et petite. tout. Ça se trouve, c'était ma prof d'anglais. C'était quand? J'ai eu mon bac en 2014.
Donc c'était Ouais, moi, je l'ai eu. 2013-2014, quoi. J'ai eu ta mère en prof d'anglais. Je sais pas, je vais appeler ma daronne après. Ce sera pas la première fois, je te C'est rassure. hyper drôle. Et bah, tu vois, parenthèse, il y a Ouais, bien un c'est- truc où je suis OK et je t'en parle. C'est que si tu dis qu'elle est nulle comme prof, je me dis que t'as pas été une bonne élève. Non, Ma bah, mère, mais faudrait- elle est Je incroyable vais en tant que regarder, prof. je vais chez mes parents ce week-end, je vais regarder mes notes, parce que Vas-y, 100%, il y a bah, son nom qui est écrit. Je creuse cette affaire, je reviens vers toi. je voulais te poser juste la question. Donc, je lui dis, t'as raté Sciences Po, puis au final, Raté Sciences Po, ton, ouais. ton chemin de vie, non, mais bon, et tu m'as l'air très heureuse Non, oui. et d'avoir du fun, comme on dit Mais tu vois, chez mais moi non, au mais c'est Québec. important juste de dire, enfin, je veux pas te faire perdre ta question, mais par rapport à ça, moi, il y a mon monde qui s'est effondré quand j'ai pas eu Sciences Po. J'ai fait Ok. une année à la fac, mais vraiment effondré. Enfin, toute ma famille, j'ai des Sciences Po, des énarques et tout. Enfin, tu vois, c'était un peu tout tracé. Et là, mais tout s'est effondré. Mais genre, enfin, ça m'est déjà arrivé jusqu'à il y a pas très longtemps. Ma grand-mère qui me dit, bon, c'est quand même pas si grave que t'aies pas eu Sciences Po, tu vois. Et moi, c'est bon, c'est derrière moi. Ouais, ok. Il m'est arrivé. Elle t'a mon- remis enfin, à l'ordre du le jour. plan B qui s'est passé derrière, j'ai fait une année à Paris, je suis partie à l'étranger, mais d'être partie à l'étranger, mon monde, il est passé de cette taille-là à genre cette taille-là. Et tu vois, donc moi, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée, mais c'est OK comme, et ça me fait trop rire d'avoir ce truc-là, de se dire, mais l'important, c'est de te donner à fond. Et c'est pour ça que j'en reviens au truc de base et de t'éclater, parce qu'en fait, même si le plan A se passe pas comme prévu, c'est parce que tu te donnes à fond que le plan B finira par marcher, ou le plan C, et être encore mieux que le truc que tu avais prévu de base, tu vois. Est-ce que tu recommandes, très bizarre, un peu philosophique, et que tu peux appliquer dans la vie de tous les jours? De pas avoir Sciences Po. Non, de te mettre à fond. En fait, tu recommanderais à des gens d'avoir une déception assez tôt pour aussi rechallenger ses croyances. Et quand je dis ça, c'est quand t'as 15, 18, 20 ans, plutôt qu'avoir que des feux verts foncés et te Ouais. retrouver comme beaucoup à plus ou moins même notre âge aujourd'hui et pas C'est- kiffer son job, quoi. C'est hyper logique comme question. Et tu vois, j'ai écouté un podcast hier de Harry Stebbings, avec qui j'ai une love-hate relationship. Il me connaît pas, hein, mais moi toute seule avec lui. Parce que je trouve que c'est trop smart ce qu'il dit. J'adore ce qu'il fait pour l'Europe et je le trouve assez incroyable, mais je le trouve hyper moralisateur en même temps. Et il disait. T'as tu pas vois, essayé de lever avec lui? Non. Ok. Et Allez, fermons la parenthèse. je sais pas s'il aurait intéressé après, mais je suis très fan de son travail en tout cas. Et il disait, tu vois, lui dans les great traits chez les founders, Mhm. il parlait plus de purs trucs et il disait en général, s'il y en a un qui a une relation difficile avec un parent, ça peut être un facteur de succès parce que donc c'est baqué évidemment par une vraie réflexion qui est encore plus de trucs à prouver, tu vois. Et donc voilà. Bon, il y avait plein d'autres choses, c'est pas que ça, hein, mais voilà. Ah, moi, je vois des feux Et, chez toi. Mais ouais. Mais et tu te dis, bien évidemment, mais je trouve que le formuler comme ça, c'est nul parce qu'en fait, si t'es jamais rien arrivé de nul dans ta vie, mais je suis trop contente pour toi et enjoy ta naïveté et ton bonheur aussi de ça. C'est comme quand t'as jamais perdu un proche, tu sais pas ce que c'est que le deuil et oui, tu deviens d'une certaine manière plus proche avec le deuil, etc. Mais enfin plus fort, pas plus proche, on se calme, plus fort. Enfin, tu vois, t'apprends des choses sur toi, mais en vrai, tant que tu peux ne pas le vivre, je te souhaite de ne pas le vivre, tu vois. Et donc le but c'est pas de dire ouais, vas-y, mange-toi un mur, vas-y, fais-toi mal et tout. Non, mais par contre chances are que si tu te donnes à fond dans ce que tu fais, tu vas forcément te prendre des claques. C'est le jeu, parce que si tu te donnes à fond, tu vas tenter des choses. Au début, tu vas tenter ça, tu vas l'avoir. Puis tu vas tenter ça, tu vas t'avoir. Puis ça, ça va pas passer du premier coup, tu vois. Donc t'as aussi, normalement, ça va avec tu vas te prendre des claques d'une manière ou d'une autre, tu vois. Il y a des Ok. claques plus ou moins graves, hein, d'avoir un gros point avec un parent versus pas avoir Sciences Po. Faut aussi un minimum équilibré, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais c'est plutôt, je pense que si tu te donnes à fond et que tu tentes des trucs, forcément, tu te prends des murs. Et c'est là où t'apprends. Alors, moi, je veux pas être mon réalisateur. Je dis juste qu'il y a des personnes qui vivent des choses difficiles. Mhm. Je suis très content de recevoir des personnes qui transforment des petits traumas en force. Ouais. Et il y a des petits De fou. et il y a des très gros traumas. Enfin, il y a des entrepreneurs qui ont été abandonnés par leurs parents, etc. Ouais. Donc, et ils transforment ça. Et si je dis ça, c'est parce que j'imagine que ça peut être difficile pour certaines personnes et qu'elles n'arrivent pas forcément à voir de l'espoir Mhm. dedans. Après, ça veut pas dire que pour les gens pour qui la vie est cool, qu'il faut qu'ils changent tout Mais et oui. se mettent dans la merde. On n'est pas en train de dire ça. Ouais. Moi, je veux revenir, je tends vers ça depuis tout à l'heure. T'as pas eu Sciences Po. Tu viens de me dire que tu es d'une famille quand même de grands intellectuels. Tu parles de Sciences Po, tu as parlé Ouais. de l'ENA. Bon, ton père, entrepreneur dans le BTP. Puis bon, je pense que tu as vécu une bonne enfance. Et ta grand-mère qui t'en parle quelques années plus tard. Tu as côtoyé des entrepreneurs et je pense que le facteur commun à eux, c'est qu'il y a un côté passion. Évidemment, il y a la valeur travail, etc. Mais ils sont passionnés, notamment quand ils essayent de te vendre que tu investisses chez eux. Et puis, tu as aussi eu, je crois qu'il y a un job que tu as eu un peu au culot ou au bluff. Ouais. Moi, je veux comprendre toutes ces petites étapes-là. C'est quoi l'impact sur ta confiance et carrément sur te sentir légitime de monter une boîte? Et là, je mets une parenthèse, un astérix, tu vois, c'est de se dire, c'est pas si mauvais que ça, le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'il y en a qui, ça les nourrit, ça les anime. Voilà, juste savoir, toi, est-ce que tu l'as touché? Est-ce que tu t'es dit, ah, c'est intéressant, je flippe, mais en même temps, ça me drive? Voilà.
Déjà, donc je suis tout à fait d'accord avec mon background et donc il y a un côté hyper intellectuel. Il y a un autre côté qu'il faut mentionner aussi d'Aveyronais et de un plus côté plus paysan du côté de ma mère. Mais non, mais c'est vrai. Et il y a un truc dans ma famille que ma mère on parle tout le temps. C'est le BSP, le bon sens paysan. Le BSP, c'est la vie. Non, mais et un Mais côté. je découvre cet acronyme. Non, mais c'est la Après, vie. je suis pas Et c'est un paysan en côté France, de. mais- Il faut être un peu rationnel, tu vois. Le bon Ok. sens paysan, c'est la folie. Et du coup, ma mère, c'est le côté BSP et c'est une brute de taf. Mais vraiment, elle a accompli un truc avec sa carrière en venant de rien. Elle fait quoi ta maman? Elle est CFO. Elle a été CFO de pas mal d'entreprises différentes. Et de plutôt grosses boîtes, enfin plein de genres différents. Mais elle vient de rien. Enfin, quand elle va me tuer si je parle d'elle, mais au lycée, elle s'est rendue compte qu'elle n'était pas dans un assez bon lycée, elle était en banlieue assez éloignée parisienne. Et donc, elle a dit à ses parents en première, je change de lycée parce qu'il faut que je sois dans tel lycée pour mon bac, pour machin. Et donc, elle a changé toute seule, elle a apply toute seule. Et elle a fait plus d'une heure de transport le matin aller, plus d'une heure de transport le soir retour, parce qu'elle savait que c'était dans ce système, machin. Et moi, ma grand-mère, elle vient d'une famille de paysans, etc. Enfin, c'était, tu vois, il y a un côté où elle était drivée de fou elle-même. Et ensuite, en disant juste, c'est le travail. Tu réussis parce que tu travailles. Donc, dans ma famille, il y a ce côté, il y a une partie un peu plus, tu vois, élitiste, grandes études, mais pareil, hein, qui se sont juste bougés tout seuls pour travailler. Parce que tu remontes au côté paysan, en vrai, des deux côtés, pas très loin. Et donc, c'est un côté de le travail, ça paye. L'ambition, ça paye. Le BSP, toujours le bon sens paysan. Et il faut y aller, quoi. Donc, il y a un mélange de tout ça. Je suis un peu perdue dans ta question, du coup, mais parce que ça me paraissait important. Petite expérience aussi d'un job que tu as eu. Mais oui, et ça, c'est typiquement le truc trop drôle. Moi, j'étais, école de commerce, je sais pas ce que je veux faire, machin, et je me dis, pourquoi pas l'investissement? J'ai pas mal de potes qui ont fait des masters de finance, etc., ce qui est pas du tout mon cas. Mais je me dis, trop sympa, t'es dans un fonds, ça veut dire que t'investis dans plein de boîtes, tu vois plein de choses, trop stylé. Et je me dis, bah ok, je veux un stage en private equity. Pas de master en finance, j'ai pas fait de stage en M&A, rien. C'est mission quasi impossible. Et donc, je me mets à aller sur tous les LinkedIn de tous les mecs de pas énormes fonds, mais tu vois, les boutiques, trucs un peu sympas, qui me parlent un peu. C'est déjà un très bon réflexe. Et pour aller tout voir. le monde n'a pas. Faut aller voir. Tu les contactes c'est ou les pas potes. Non. Et en fait, alors okay. certains oui, mais attends, mais c'est l'époque où sur LinkedIn, t'as des hashtags associés à ton profil automatiquement par rapport à ce que tu fais. C'est pas toi qui les décides de fou. Et moi, à ce moment-là, j'étais à l'université, j'étais dans une asso universitaire. Et me demande pas pourquoi, du coup, j'avais le hashtag ONG sur mon profil. Et donc, je vais 2-3 fois sur le profil de directeur d'un fonds à ce moment-là, parce que je le stalkais un peu, je voyais ce qu'il faisait, il avait un background un peu entrepreneurial, il avait ouvert le bureau d'une grosse boîte de conseil à Dubaï, machin, et qui s'était retrouvé un peu. Je me dis, il a un profil trop intéressant, il faut que je trouve un moyen de l'approcher. Je me creusais la tête justement pour lui envoyer un message un peu sharp, un peu cool et tout. Et là, il m'ajoute sur LinkedIn. Je me dis, ok, j'accepte. En même temps, t'as vu 3 fois son profil. Ouais. Oui, mais bon, je suis une maxi junior, enfin, je connais rien à la vie, tu vois, etc. Et là, il m'envoie un message et il me dit, ouais, bonjour Clémence, en fait, j'ai vu que vous travaillez pour des ONG, pour trouver des gens volontaires. Moi, j'ai envie de donner de mon temps, de m'engager dans peut-être un board d'une ONG, etc. Peut-être qu'on peut se parler. Donc, évidemment, rien à voir avec ce que je fais, ce que je cherche, ce que je connais et tout. Et du coup, j'ai dit, bien sûr, Guillaume. Appelons-nous. Et du coup, j'étais en fou rire de ce truc en disant, bah, il faut que je décroche le call avec ce mec. Et donc, on convient d'un call, genre le lendemain, et on s'appelle. Et donc là, je fais pas durer le truc très longtemps non plus. Je commence le call en disant, bon, écoute, on s'appelle pas du tout pour les mêmes raisons. Je sais pas où t'as compris ça. Enfin, c'est pas du tout ce que je fais. Par contre, je veux un stage dans ton fonds. J'ai pas du tout un profil normal. S'il te plaît, laisse-moi quelques minutes pour me présenter et te dire pourquoi je veux faire ça. Et voilà. Et donc, il me dit, bah, vas-y, maintenant, t'es hôtel, tu vois, il avait pas à me raccrocher au nez. Et je me présente, et tu vois, il a bien cette ouverture d'esprit que j'avais vue un peu sur son profil, mais lui aussi, il a testé plein de choses, etc. Il avait un côté un peu international comme moi avec mon parcours. Et il me dit, tu sais quoi, faut que tu te bouges. Je vais te faire passer, tu vois, le round du CV. Donc, tu vas avoir un premier entretien. D'abord, c'est du fit. Tu vois, il m'explique quelques trucs. Il me dit, puis après, tu auras un case un LBO paper, ils appellent ça. Je savais pas ça voulait dire LBO à ce moment-là. Il me dit, et ça, il faut juste que tu demandes à des potes qui ont fait des stages en PE, en M&A, de te dire ce que c'est, etc. Et donc, grâce à Guillaume, franchement, c'est lui qui m'a ouvert toutes les portes de ma carrière après, donc trop stylé. Et t'as bossé, t'es rentré et donc j'ai fait l'entretien de fit qui s'est bien passé. Moi, j'aime bien ça, etc. Et le case, là où c'était au moment juste après Noël, je me rappelle, j'ai passé 2 semaines à appeler tous les gens que je connaissais de près ou de loin qui avaient bossé là-dedans pour qu'ils m'envoient des trucs qui m'expliquent. Donc, j'ai pris des cours express et j'en ai fait 50 000 pendant 2 semaines. C'est juste le travail, hein. Et du coup, je suis arrivée, j'ai fait mon case. Je pense que je l'ai fait d'une manière hyper drôle parce que pour le coup, ils voyaient tout le temps les mêmes profils. Et moi, j'étais un peu perchée. Donc, mon modèle tenait la route. Mais je racontais un peu n'importe quoi autour. Mais tu le savais, non? Ouais.
tu savais que tu allais sortir de l'eau et du lot, pardon, et tu savais aussi que la personne que tu contactais n'était pas la personne formatée qu'on retrouve dans tous les fonds de Ouais, PE. faut chercher aussi un peu faut connaître un peu tes points forts, et c'est un peu de self-awareness, de dire, ok, qu'est-ce qui fait que je suis moins bonne que les autres? Moi, c'était ma technique, donc j'étais en mode, bah là-dessus, il faut que je bosse. Je serai jamais la meilleure, mais pour meet un peu les minimum requirements, tu vois. Et par contre, à côté de ça, faut que je me distingue. Du coup, j'étais en mode, c'est quoi? Bah, c'est moi, j'ai fait, j'adore le côté chat, j'adore réfléchir à d'autres aspects, etc. Et je me rappelle, j'avais un case sur un mec qui voulait offrir une bijouterie, qui faisait des commandes, mais genre sur du AliExpress, tu sais, qui était livré, qui revendait. Donc, je fais tout mon modèle avec le cash-in, le cash-out, le machin, les projections. Et on parle de plein de trucs. Et tu vois, à la fin, les mecs, ils me disent, OK, mais si ça impacte le business, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Mais je pense que ça va te donner une réponse hyper financière. Et moi, je dis, ouais, on pourrait ouvrir une page Insta, faire des trucs de partenariat avec des influenceurs et tout ça. Mais moi, en face de moi, j'ai 3 mecs de fonds de private equity et tout qui me disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais en vrai, ils rentrent dans mon jeu. Donc, on se tape des barres et on rentre dans le truc. Et en attendant, mon modèle tenait la route. Donc, ils ont vu qu'en 2 semaines, si on m'apprenait un truc, je pouvais travailler. Et ils ont dit, vas-y, go. Mais T'as fait une réponse d'entrepreneur et pas de financière, quoi. bah ouais, c'est ça. Et après, alors je pense pas que j'ai été la meilleure stagiaire de ce fonds ever. Enfin, c'est sûr que non, même. Mais non, mais c'est Je sais que sûr. t'as des flashbacks dans ta Non, tête. mais je sais, parce que c'est nécessairement. Mais moi, ça m'a ouvert un monde. Genre, j'aurais jamais pu bosser en VC après. Et je pense que je me serais pas retrouvée dans les startups, dans la tech. Et je suis pas sûre. Enfin, avec des si, on sait jamais. Mais moi, ça a eu un impact énorme. Juste le fait que ce mec m'envoie un message pour lui demander si je pouvais lui trouver un taf dans une NGO, quoi. Enfin. Aussi, hein, je veux seconder. Donc, t'as pas eu Sciences Po, t'es allé à la fac. Ensuite, t'as étudié école de commerce. Je sais pas si tu l'as dit, c'était Ouais. À Amsterdam. À Rotterdam, ouais, pardon. ouais, aux Pays-Bas. Moi, j'ai une question toute simple. Dans toutes ces expériences dont tu me parles, on a capté que tu as la tchatch et que tu es quelqu'un de solaire. Est-ce que c'est pas l'audace, le point commun de tout ça? Et est-ce que la manière la plus audacieuse, la chose la plus audacieuse que tu as faite dans ta vie, c'est le boss final, c'est de monter ta boîte? Est-ce que dans tout ça, c'est oser à chaque fois? Je pense que déjà, c'est un cercle vertueux de, tu vois, t'es un peu comme ça, et donc t'oses. Ça se nourrit. Et tu captes Ouais. que ça marche pas, t'es un peu ridicule et tout, t'es pas mort. Et donc tu te dis, donc ça renforce un peu ta confiance en toi de dire, bon, j'ai fait ça a pas marché. Puis après, tu fais un truc et là, ça marche. Et là, tu te dis, waouh, moi, tu vois, quand j'ai fini ce stage, je me rappelle le dernier jour, etc., je suis partie vers 16h un vendredi, il faisait trop beau et tout ça. Et je me vois marcher dans la rue, me dire, putain, je l'ai fait. Genre, j'ai fait un stage en PE, quoi. Genre, je l'ai fait. J'avais déjà mon CDI pour la suite dans un fonds de VC pour le coup. Enfin, c'était mon stage de fin d'études. Et je me suis un petit côté de genre, ouais, je l'ai fait. J'ai pas 1000 moments comme ça, mais donc t'as un petit côté de. Et là, ça te fait un petit boost de, ouais, j'ai célébrer, l'exemple quoi. parfait de la prochaine fois que tu doutes, vas-y, parce que il peut t'arriver un truc trop bien parce que tu t'es bougé, tu vois. Attends, une petite parenthèse, et là, c'est pour moi. Moi, je doute au quotidien. Ouais. C'est quoi le tips que tu nous donnerais pour arrêter de douter? C'est de se rappeler des moments où Ouais. tu as douté et tu as réussi quand Et même? c'est surtout de dire que là où tu y allais, c'est plutôt là où tu as réussi, c'est les moments où tu t'es lancé et ça a payé. Et donc, comme quoi, en fait, il faut se lancer quand même. Et même quand tu doutes, fais ton truc. Et c'est un mix d'audace et de taf, de juste, si tu taf. Il y a un moment, il y a pas Jean-Michel, il est peut-être meilleur que toi, mais je pense que si tu travailles plus que Jean-Michel, il y a des chances que tu deviennes meilleur aussi, tu vois. Donc en fait, c'est ce côté de le travail et après de tenter. Tu parlais d'opportunisme tout à l'heure. Moi, je pense que c'est un mix d'opportunisme. Moi, je suis assez optimiste aussi. Donc, tu sais, j'ai un petit côté de, mais ça va bien se passer. Reste et tout naïf, ça, tu mais vois. qui est une force. Et en étant angoissé sur 12 000 trucs en même temps, tu vois, mais là où il faut y aller. Et en fait, souvent, il y a des situations où c'est pas le cas. Mais moi, dans toutes les situations où j'ai pris des risques, le pire, et en vrai, il était pas grave, quoi. Et c'était quoi, du coup, dans ce cas-là, un énorme risque que je vois? Peut-être pas même monter ta boîte, mais t'associer avec quelqu'un. Tu peux nous parler de ton associé, comment vous êtes rencontrés? Max, Euh, la star de ma life. qui avait l'idée? Qui a convaincu qui? En fait, moi, j'ai commencé à développer l'app. Enfin, pas à développer. J'ai une compétence de code éclatée au sol. J'ai fait le wagon, mais bon, c'est limité quand même. J'ai pas Ouais, recodé il y a depuis. du no-code aujourd'hui, donc ça va. Mais je voulais, en fait, Mais je t'as voulais fait le une info. wagon, attends, quand Ouais. même. Donc t'as payé pour te former sur, C'était incroyable. sur de la tech, J'ai quoi. adoré. C'est super. Enfin, C'était moi, trop bien. Mais parce qu'en fait, j'étais investisseur dans la tech depuis quelques années et je me suis dit, en vrai, je connais pas la différence entre le front et le back-end. Enfin, 2-3 trucs basiques. Et je me suis dit, en fait, c'était le moment où j'ai quitté le VC. tu parles de choses sans savoir le faire Ouais, réellement. et je voulais quoi. rejoindre une Ouais. startup, mais je savais pas trop ce que je voulais faire. Et je me suis dit, OK, c'est le moment. Apprends un truc. Et comme ça, prends un peu de recul sur ce monde des startups, de la tech, de nanana. Et tu vois, donne-toi, comme ça dure 2 mois les bootcamps. Pendant 1 mois, je me suis dit, tu penses pas à ton taf, juste tu vas à retour à l'école. J'ai rencontré plein de gens. T'es en cours de 9h à 18h. Après, tu fermes ton ordi. Il se passe rien. T'as pas de grosses réunions qui arrivent. T'as pas de responsabilité. T'as rien. Ok.
enjoy un peu ce truc-là. Et une fois que tu as fait un petit reset de toi, et bah, dis-toi, OK, maintenant, j'ai envie de faire quoi, tu vois. Et j'ai trouvé mon taf d'après comme ça. Mais Tu t'es rendu légitime, en fait. ouais, et puis c'est toujours, tu sais, au début, je parlais de l'histoire, de tu racontes ton histoire comme tu veux. Bah, ça me permettait aussi de dire, je suis pas au chômage, je suis pas machin. Non, j'ai fait le wagon. Enfin, tu vois, et alors ça coûte cher, tout le monde peut pas se le permettre, mais t'as plein de formations en ligne gratuites, etc. Enfin, tu vois, moi, j'avais mon compte CPF que j'ai utilisé. Enfin, t'as plein de trucs possibles là-dedans. Mais juste le principe de l'histoire de quand tu cherches un taf, dire, j'étais en fond, là, je fais une pause, je suis en train d'apprendre une nouvelle compétence, de me poser des questions, de machin, et là, je veux ma prochaine étape. Versus dire, je suis en train de chercher, je sais pas trop ce que je veux faire. Ouais, je vois ce Tu que vois, tu c'est veux ton dire. histoire, tu la racontes comme tu veux. Et le pouvoir de raconter ton histoire correctement à ta sauce pour justifier tes choix et tout, c'est hyper puissant. Donc, pas sous-estimer ça. Et Max, pour du revenir à Max, du coup, qui n'a rien à voir avec tout ça, je voulais construire une infrastructure dès le début hyper solide parce que je savais que je voulais faire un gros truc. Et donc, je voulais pas, enfin, tu vois, le no-code et tout, c'est très, très bien. Mais alors, il y a plein de gens qui font des trucs incroyables en no-code énormes, hein, mais moi, je savais que ça aurait été limité et que le jour où un tech serait arrivé, il aurait un peu tout repris from scratch. T'aurais pu lever sans une tech Non, je propriétaire? pense pas. Non, hein, et Non, sans non, non. CTO, quoi. Ouais, non, Ok. je pense pas. Mais c'est surtout, c'est au-delà de skills complémentaires. Enfin, c'est d'être deux têtes dans cette boîte. Enfin, là où tous les On deux, va c'est en notre parler. bébé et tout. Et on n'est pas que deux têtes. Hein. On est 11 têtes qui sont incroyables. Mais il y a un truc où, genre, quand c'est ton bébé, quand je te dis, t'es pas payé pendant longtemps, tu taffes le soir, tu taffes le week-end, t'as pendant des mois et des mois, tu te prends des pressions, t'as un stress de cash, de machin, bah, t'es bien content qu'il y ait quelqu'un qui partage ça avec toi, qui voit les choses différemment. Max, c'est la force tranquille. Il est plein d'énergie, et il est smart as fuck, il est brillant et on n'est pas du tout pareil, tu vois. Ok, donc Je réponds bien toujours pas à ta complémentaire. question. Je vais faire un Ouais, effort. t'inquiète, c'est pas grave. Je t'ai Euh, demandé comment t'as rencontré mais- et Max, du coup, qui a donc, convaincu qui, j'ai commencé et donc, surtout le à match. bosser sur l'app, à tu vois, signer des contrats, etc. Il fallait développer l'app. Et je me suis dit, je vais commencer par la développer avec une agence tech, le temps de trouver un CTO. J'ai parlé avec plein de profils parce que j'étais en mode comme ça avance. Moi, j'aime bien quand ça avance. On peut pas stagner, tu sais, faire des slides en disant on en reparle dans un mois, plutôt qu'année. Donc, c'est plutôt en mode fallait que ça avance. Donc, je me dis, je vais faire ça avec une agence qui va me développer tu vois, une version bêta et tout ça. Ça te coûte combien? Cher. Je me rappelle plus exactement, mais cher. Quoi, 4-5 000 balles déjà? Ouais, un peu plus, ouais. Ok. Et Que tu as en savings, mais pas voilà. prévu. Ouais, ok. Et Ben voilà la prise de risque déjà. Et en fait, on commence à donc, développer l'app, comme ça avance, on commence à, tu vois, à signer des marques, à préparer le lancement, comment on va faire. Et moi, en parallèle, je cherche un CTO de manière hyper active. J'avais l'impression à ce moment-là que tout Paris cherchait un CTO, c'était trop chiant. Et en fait, dans cette agence, Max bossait dans cette agence, il était incroyable. Enfin, il était passé de Maxi Junior à numéro 3 de la boîte en pas longtemps, superstar, qui était... Et je bosse un peu avec lui, donc il est, from day one, il est sur le projet. Et en fait, moi, il m'a bluffé parce qu'il est jeune, il est un peu plus jeune que moi. Et il avait une attention aux détails, mais tu sais, d'être en mode, mais attends, le bouton sur cette page, il peut pas être bleu parce que là, sur l'autre page, il est violet. Ouais, ok, donc il fait Et en de l'UX, parallèle, de dire, mais attends, ok. l'infrastructure, si tu fais ça comme ça et que dans un an, tu veux faire ça, tu vas être bloqué et tout. Et d'être en mode, mais toi aussi, tu gères 50 000 projets à côté. Nous, 10%, c'est un de tes projets. Tu es dans le détail de la couleur du bouton, dans le high level, machin. Et du coup, il supervisait des devs qui bossaient sur notre outil. Notre outil, n'importe quoi, notre plateforme, notre app. Et donc, il était pour la majorité plus vieux que lui, etc. Et il avait une manière d'être hyper sharp, hyper bon en feedback, tu vois, hyper en mode très clair, un peu côté de je t'explique ça, mais en étant mais d'une pédagogie, d'une douceur et ça. Et franchement, j'ai eu un coup de cœur pour la personne. Et je me suis dit, ok, bah en fait, je parle avec plein de mecs à côté, trop stylé, tu vois, pour être CTO. Et je me suis dit, mais c'est lui, en fait, c'est 100% Il était dans lui. une shortlist contre d'autres personnes ou c'est Mais juste lui, il a jamais, non, mais parce que lui, il était dans sa boîte, il était bien. Et... Non, mais toi, dans ton côté, je veux dire, toi, quand tu cherchais un CTO, Ouais. t'avais le choix entre lui et d'autres, ou t'as cherché des gens, ça l'a pas J'avais fait, pas le choix et au parce bout que d'un je veux- moment, t'as capté Non, qu'il parce que était... tout ça, c'est en l'espace de 2 mois, c'est pas très Ok, loin. ok, Non, donc il se passe pas 6 mois, ça va très très vite. Ok. J'aime bien quand ça va vite. Et Donc, t'as volé l'employé de ton agence. mais quand je t'ai non, posé je la l'ai pas question, volé. j'avais oublié la Non, fin de mais l'histoire. je l'ai pas volé. Ça Non, s'est mais fait je en rigole. très bonne intelligence, en accord vraiment smart, et tout le monde était heureux. Enfin, tu vois, lui, il a donné 2 fois son ancienne boîte. Il est encore hyper proche d'eux. Il en parle hyper bien tout le temps. Enfin, tu vois, on a continué un peu la collaboration après. Ils sont géniaux et tout ça. Non, mais je voulais savoir une petite chose. Déjà, attends, est-ce que t'as pas donné la définition du front et du end dans ta petite phrase quand tu dis ah bah il capte le bouton là et en même temps il Avec le capte wagon. les... Non mais et je suis en mode meuf, t'avais pas besoin de faire le wagon pour ça. Mais bon,
Non, mais je dis Non, ça, mais j'ai tu vois, pas en fait vrai, le ça m'a wagon. aidé à parler plus dev. En fait, moi, le wagon, je le faisais Non, pour ça mais de base. Je ouais. savais que je voulais bosser dans une startup. Je savais pas encore que je voulais monter la mienne à ce moment-là. Je pensais que je le ferais plus tard, mais quand je serai grande. Mais je m'étais dit, il faut que je puisse communiquer hyper facilement avec des techs. Et donc, moi, pour moi, le wagon, c'était, j'ai jamais voulu devenir dev ou quoi que ce soit, mais je le faisais vraiment en disant, je veux comprendre vraiment comment tu construis un Ah, truc mais de c'est réflexion, un de must-have. logique et tout, tu Bien vois. sûr. Et je suis sûr que ça t'a permis aussi, encore une fois, de te sentir toi plus légitime pour Ouais, entreprendre c'est plein de et petits monter trucs, tu ton vois. projet. Raconte juste une chose. Vous êtes 11 en interne. Ouais. Combien ont plus de 30 ans? 1, 2, 3. Il y en a qui viennent d'avoir 30 ans. 4. 4, je crois. 4. Peut-être Moi, si j'ai j'oublie une quelqu'un, question j'ai envie de dire 4. toute bête. Je veux savoir. Allez, je te pose d'abord cette question. C'est quoi l'élément commun à tous les gens de ta team que tu regarderas toujours chez les personnes que tu recrutes, quel que soit le job? Bah, c'est une dalle. Enfin, c'est d'avoir la dalle. En fait, parce que, genre, tu vois, enfin, faut pas se mentir, hein. On a choisi un chemin qui est compliqué, quoi. C'est nous, en fait, enfin, les startups comme les nôtres, on a levé des fonds, etc. Donc, on dépense plus d'argent qu'on ne gagne. C'est assumé, c'est pour ça qu'on a levé des fonds et tout. Et donc, c'est soit on surperforme, soit on meurt. En fait, il n'y a pas trop d'alternatives pour nous, tu vois. Si on fait du 20% de croissance annuelle, pour l'écrasante majorité des boîtes, c'est génial, tu vois. Mais Nous, pour vous, on c'est pas meurt. assez. Enfin, nous, c'est x4 tous les ans, minimum. Et à côté de ça, on t'entend parler de start-up tech à longueur de journée qui, en un an, atteignent 100 millions de revenus, tu vois. Donc, tu es un peu dans cet environnement-là. Donc, c'est la dalle, l'ambition, quoi. Et en fait, il faut un côté de se dire, nous, c'est ça qu'on fait. Et par contre, on s'en cache pas du tout. Enfin, franchement, dès le premier entretien avec n'importe quel, d'un stagiaire à un head of, je sais pas quoi, on parle de ça. Et en disant, et donc, du coup, c'est intense. C'est C'est intense parce que du coup, chaque rôle a un impact de fou sur la boîte. En gros, ton taf, c'est presque 1/10 de l'impact sur la boîte de ce qui se passe tous les jours, tu vois. Donc, c'est énorme. Tout le monde repose les uns sur les autres de fou. Moi, je me donne à fond et genre, j'ai besoin de toi aussi que tu te donnes à fond parce que j'ai besoin de savoir que je peux compter sur toi et toi, tu as besoin de savoir que tu peux compter sur moi. Et nos ambitions, elles sont costauds. Et le seul moyen d'y arriver, c'est si tout le monde a un énorme impact. Donc, du coup, j'ai besoin de gens qui sont prêts à tout ça. Et qui ont la dalle parce qu'en général ils quittent des situations confortables, des jobs qui sont peut-être un peu plus pépouses. J'ai pas de quoi payer 500 000 euros chaque personne non plus. Enfin, Ouais, tu bien vois, sûr. donc voilà. Donc c'est qui ont la dalle de se dire, vas-y, tu sais quoi, j'y crois, j'y vais, je vais me donner à fond et je vais contribuer à ce truc. Comment, donc en gros, si je comprends bien, la dalle, c'est de l'ambition Ouais. pro, et évidemment, avec la boîte, je pense qu'il faut Ouais. croire dans le produit et la problématique, couplée à une force de travail. Parce Ouais. que tu peux avoir de Ouais, l'ambition, mais tu Moi peux je être te un dis, je crois branleur. vraiment à ça de Ok. c'est le travail qui paye. Hein. Comment tu checks ça en entretien? Et attends, je vais aller plus loin, hein. Et toi, tu leur donnes quoi en échange quand ils quittent un putain Rien, de job? Non, mais en vrai. Alors déjà, comment tu checks ça? Bah, c'est hyper compliqué. Hein. Tu fais du mieux. Nous, on a des entretiens qui sont assez longs. Alors, ça dépend des postes, évidemment, tu vois, mais qui sont assez longs. Et tu vois, au bout de 3 heures, alors on s'est dit que c'était un peu long, mais on a des entretiens qui durent parfois 2h30, 3 heures. C'est intense, c'est fatigant. Enfin, même moi, quand je suis dans ces entretiens, je suis explosée à la fin, je parle chinois. Mais tu vois, la personne, quand ça fait 3 heures, et elle, en plus, elle est stressée, toi, t'es pas stressée, c'est toi qui recrutes quelqu'un, machin. Tu vois, là, dans cette situation-là, déjà, comment elle fonctionne. Tu peux pas mentir sur 3 heures. C'est un peu compliqué, tu vois. Et tu vois, et t'as des gens qui sont en mode, c'est intense, mais qui continuent quand même. Moi, je suis en mode, ouais, c'est intense de fou, mais on y va. T'en as qui commencent à dire n'importe quoi. Enfin, t'en as qui sont en mode. Enfin, t'as plein, donc déjà, t'as cette attitude-là. Ensuite, déjà, on est hyper transparent sur ce qu'on promet. Et donc, on essaye vraiment que les gens comprennent. On fait appel au bon sens paysan. Et Pareil. de se dire, bah, si Ça je te te dis, suit. OK, tu veux venir bosser chez moi, c'est intense. On en attend beaucoup de tout le monde, etc., etc. Si c'est pas ce qui t'intéresse, je vois pas, enfin, sachant qu'il y a des périodes d'essai, des trucs, des machins, je vois pas pourquoi tu me dirais, OK, si j'y vais, et en fait, t'as pas envie de ça. Enfin, tu vois, donc nous, on essaie d'être ultra transparent sur ce qu'on fait. Les rêve calls, et après, Je fais des rêves calls aussi. Ouais, et en fait, c'est hyper dur. Mais là, si quelqu'un a la sauce secrète pour ça, je veux bien parce que je pense que tout le monde se plante dans des recrutements. Bah, et c'est horrible pour toi, pour la personne, pour la team. Vous le faites pour- à plusieurs? Ouais, on est toujours plusieurs D'accord. impliqués. Et on a une dernière étape que j'ai piquée à mon ancienne boîte qu'on appelle le Coffee Fit. Et ça, c'est peut-être assez classique, mais moi, c'est mon ancienne boîte qui faisait ça. Et ils sont assez géniaux. C'est point de vue RH, culture d'entreprise, ils sont trop forts. Et ça s'appelle Joe. G-O-W, super boîte. Ok, je savais pas que t'étais chez Joe. Et en fait, le Coffee Fit, c'est OK, imagine, toi et moi, on recrute quelqu'un. Donc, on a fait un commercial. On a fait toutes les étapes. Il a fait un case, il a machin. On a fait le check et tout ça. On se dit tous les deux, il nous plaît. Les compétences sont costauds. Il a fait un bon case. Et la dernière étape, c'est systématiquement, il y a 2 ou 3 autres personnes de la team. Ça dépend du poste et de la seniorité. Tu vois, pour un commercial, plutôt 3 personnes. Ça peut être un tech, marketing, commercial, ça peut être un founder, ça peut être un stagiaire. Vont prendre un café avec lui, 3/4 d'heure en terrasse ailleurs. Un C'est café, quoi la un goûter, thématique? un déj. Il n'y a pas de thématique, c'est informel.
Et c'est vraiment fait pour voir, on appelle ça, c'est un coffee fit, pour voir si ça fit. C'est pour que le candidat, il voit les 3 autres, c'est quoi leur vibe, comment ils communiquent entre eux, comment ils parlent de leur travail, comment ils machin, etc. Et donc ils se disent, est-ce que je me vois bosser avec ces gens-là? Est-ce que j'ai envie de ça? Est-ce que c'est une vibe qui me plaît? Et vice-versa, pour que les 3 personnes de la team qui n'ont pas contribué au process, elles sont pas là pour assesser si t'es compétent, t'es pas compétent. C'est pas ça. C'est nous, on a dit qu'il était compétent, il nous plaît. On se verrait travailler avec lui. T'en penses quoi? Et là, de voir en mode, est-ce que la personne, du coup, tu la sens? Est-ce que t'as envie de bosser avec lui? Enfin, tu vois, les mêmes questions. Et à la fin, c'est arrivé une fois que, tu vois, la team nous dise, les 2-3 personnes après cette route-là, disent, le mec a pas retourné une question. Tu sais, tu prends un café, tu parles de tes hobbies, tes trucs, tes machins, ton taf, tu machin. Enfin, évidemment, tu parles de taf. C'était un entretien, quoi. Mais en fait, il a pas retourné une question. Il était pas très agréable. En parlant de ses 2-3 anciens tafs, à chaque fois, il était en mode. Ils étaient horribles. Tout un truc comme ça. J'ai l'impression d'entendre le débrief d'un date Tinder. Je te jure que c'est vrai, j'ai déjà entendu. Je l'ai pas revu. J'arrêtais pas de lui parler, de lui poser des questions et il me répondait, mais il me relançait pas. C'est quoi. ça, tu vois. Et je suis en mode grave mauvais signe, ouais. Ça joue de fou. Et moi, je fais vachement. Enfin, ma team, encore une fois, on est 11, donc chaque personne, c'est presque c'est un dixième de la team, quoi. C'est énorme. Et donc, je suis en mode, vas-y, implique-toi. Moi, je sais ce que je veux construire comme team demain. Toi, t'es dans ma team, toi aussi, t'as un rôle à jouer. On l'a dit à tout le monde. Chaque personne aujourd'hui a un rôle à jouer. Je t'implique du coup concrètement. Et quand tu me donnes ton avis, si tu me dis, moi j'ai un maxi red flag là-dessus, ou parfois c'est juste un point d'intention en disant, ok, on va faire une offre, mais du coup on fera attention à ça au début et tout ça, let's go, tu vois. Et donc c'est un moyen de construire cette culture et cette vibe-là ensemble. Je trouve un truc trop cool, c'est que, en tout cas super sur Joe et du coup chez 10% aussi. Non, mais c'est que vous impliquez vos employés comme s'ils étaient décisionnaires autant que vous. Et ça, je trouve ça très cool. Ouais. Moi, j'ai une question là-dessus. Est-ce qu'il n'y a pas une limite dans le sens où tu recrutes des gens, mais putain, c'est compliqué. Comment dire? C'est pas tes potes. Ouais. Mais en même temps, j'ai l'impression que tu as envie de te croire que ça pourrait être tes potes. Non? Je vois ce que tu veux Elle dire. est où la limite, en fait, pour moi, il y a un côté de pro, mais tu vois, que j'ai avec mes investisseurs, etc., machin. Aussi, comme avec ma team, je me dis j'ai un peu envie que les gens dans ma team, si je me retrouve... je pourrais aller boire une bière avec eux de temps en temps. Ça veut dire que je vais passer mes week-ends avec eux, mais eux non plus, ils veulent pas passer leur week-end avec moi. Enfin, tu vois, mais voilà, que c'est un moment, on va chercher à déjeuner ensemble. Enfin, c'est un moment sympa. Tu vois, t'as un peu ce truc de, en vrai, on est au bureau 5 jours par semaine, on travaille beaucoup. T'as un peu envie je reviens au côté fun, mais peut-être côté fun, c'est aussi de te taper des barres, tu vois. Donc, t'as ce côté-là. Non, mais c'est important, tu vois, le côté au bureau où tout le monde tire la gueule, personne n'est bien et t'as qu'une hâte, c'est de te barrer. En fait, alors oui, c'est tes tâches de la journée, tes trucs, tes machins qui jouent, mais c'est aussi ton ambiance au taf. Et des moments, parfois, t'as juste le temps de prendre 10 minutes de pause au déj. C'est 10 minutes, si tu fais pas, ça va papoter avec quelqu'un, t'apprends un truc, tu te tapes une barre, tu machin, etc. C'est trop cool, tu vois. Et donc, c'est pour ça que moi, ça me paraît hyper... On est tous garants. Enfin, c'est pas que Max et moi qui sommes garants de ça. Non, c'est tout le monde dans la team qui est garant de ça. Et ce qu'on construit, ce qu'on façonne aujourd'hui, c'est ce que tout le monde construit aussi, tu vois. Tu l'as intellectualisé, tout ça, ou vous avez posé direct des valeurs avec Max? Comment ça s'est fait? On a écrit un petit manifesto, tu vois, sur des valeurs de bienveillance qui sont hyper importantes pour nous. Bienveillance, excellence, transparence, ces sujets-là. Et après, tu vois, dès les premiers recrutements, il y a eu ce Coffee Fit. Enfin, pas les tout premiers, parce qu'il y avait personne pour Coffee Fitter à part nous. Mais très rapidement, il y a eu ça. On essaie d'instaurer, tu vois, au moins une fois par mois, on essaie d'aller dîner ensemble, on essaie de prendre des bières de temps en temps. On essaie qu'il y ait ces moments un peu marrants au bureau, des moments où tout le monde fait n'importe quoi, parce que on n'en peut plus de nos journées. En fait, on essaie de rigoler, de passer un bon moment. Enfin, t'as ce truc un peu là, mais ça veut pas dire qu'on est potes. Enfin, on n'est pas là pour être ultra potes, en fait, c'est pas la question. Moi, j'ai envie que tout le monde s'entende bien, puisse passer des bons moments ensemble, etc. J'ai pas besoin que tout le monde soit meilleur pote, c'est pas non plus le sujet, tu vois. Et tu ne m'as pas répondu tout à l'heure. Non, c'est ce que j'ai à leur offrir. J'ai gardé en tête. Alors, il y a des parts, il y a de l'equity. Non, mais donc il y a des BSPCE comme toutes les boîtes. Ça varie un peu, mais donc ça, c'est quand même important. On a un peu une politique en salaire de base. Je pense qu'on n'est pas... on paye OK. Tu vois, on paye pas bien, on paye pas ultra bien. Par contre, parce que moi, je suis un peu en mode, toi, tu prends un risque en me rejoignant, tu vois, on est une boîte en construction et tout, machin. Moi, je prends un risque sur toi aussi parce qu'encore une fois, t'es 1/10 de mon taf tous les jours, de mon impact tous les jours. Bien sûr. Et du coup, notre politique, c'est plutôt, viens, on part un truc, on tente. Et par contre, avec mon co-founder, on l'a déjà fait plusieurs fois, on augmente les gens rapidement. Ça veut pas dire que tu fais x2 sur ton salaire au bout de 6 mois, mais ça veut juste dire que notre objectif, on en a parlé plusieurs fois avec Max, c'est on veut augmenter les gens avant qu'ils nous demandent. Pourquoi ? Parce qu'on estime que, en fait, si toi, tu te dis, attends, mais en fait, le travail que je fais, il mérite plus, et que moi, j'ai pas été tu dois me le demander, c'est un peu en mode... que je te dise, même si je te dis oui, c'est un peu en mode, t'as dû le demander, t'as dû le mettre en avant. Alors que si moi, je me dis, putain, il fait vraiment du bon taf et tout ça, machin, il se donne, il y a une tellement belle progression depuis 6 mois et tout ça,
Et je peux dire, à ton entretien, on fait tous les quarters. On se dire, écoute, on réfléchit et on voudrait t'augmenter de temps parce que, tu vois, d'abord, on fait tout un feedback, hein, des succès, des axes d'amélioration, etc., de où est-ce qu'on va ensemble sur le. Justifie, quoi. Voilà. Ouais. Et ensuite, de dire, et bon, pour conclure tout ça sur là où on va ensemble, nous, on a envie de t'augmenter et on l'a déjà fait plusieurs fois et juste, on trouve ça cool de se dire, toi, tu te sens beaucoup plus valorisé si ça vient de moi et que tu me l'as pas demandé plutôt que si tu me le demandes et je dis oui, tu vois. Et du coup, tu te dis, tu te sens vu, tu te sens reconnu, enfin, tu vois, et ça, c'est hyper important pour nous. J'ai l'impression qu'on demande à des employés, tu sais, d'être impliqués dans une boîte. Et moi, il y a le mot négociation. Négociation salariale. Puis, alors, le gros cliché, c'est de dire que les mecs ont ont aucun problème à poser leurs couilles sur la table, alors que les femmes ont beaucoup plus de mal à le faire. Moi, je veux comprendre une chose dedans. Est-ce que tu valoriserais quelqu'un qui va négocier son salaire chez toi ? Étant donné que tu prends déjà les devants à ne pas attendre qu'il demande, en gros, si j'ai bien compris, que je rephrase un peu, je rephrase ce que tu as dit, c'est de dire le jour où il demande, c'est que c'est déjà trop tard et qu'en fait, potentiellement, il veut partir parce qu'il y a peut-être, je sais pas si c'est une rupture de confiance, mais en tout cas, il estime qu'il n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Ouais. Et ça, c'est un mauvais. C'est un peu signe. ça. Okay. C'est un peu ça. Et alors, je dis pas, ça finira forcément par arriver. Il faut aussi prendre des pincettes. On est 11 aujourd'hui. Donc, je vois, entre Max et moi, on voit vraiment ce qui se passe. À 50, c'est compliqué parce que du coup, si c'est à ta bonne appréciation, etc., en fait, il y a des gens, si tu les vois pas bien, c'est-à-dire qu'ils seront pas augmentés. Enfin, c'est pas cool aussi, tu vois. Donc, je suis assez consciente de ça. Mais l'avantage d'être 11, c'est que tu as une agilité dans ton assessment, dans tes augmentations. J'ai pas de grille de salaire, j'ai pas de machin, j'ai pas une fois par an, on fait une augmentation. Je peux encore me permettre de pas faire ça. Donc, il faut prendre ça en compte. Et derrière... sur la négo, la négo, alors, tu as deux choses. Pour moi, tu as la négo en entrée, tu sais, si tu veux me rejoindre, on se met d'accord sur ton package, quoi. Et là, ça dépend. Mais tu vois, par exemple, moi, je vais un sales qui essaie pas de négocier son salaire, pour moi, c'est un peu un red flag. Je suis un peu en mode, attends, ton taf, ton taf, ça va être d'aller vendre des trucs pour moi. On sait très bien que l'aspect commercial, tout est négociation, tout le temps, sur tout. Si ça veut dire que pour toi-même, t'es pas même capable de négocier, pourquoi est-ce que tu serais capable de négocier pour moi ? Alors que toi, t'es censé être, ton intérêt de base. C'est quoi la différence entre vendre 10%, je t'interromps, excuse-moi, Clément, vendre 10% versus vendre moi ? Tu la vois à la vif ou pas, par exemple ? Non, mais bien sûr, tu vois, c'est différent. C'est pas mon produit, moi je suis légitime de vendre ton produit. Je te parle pas tant sur la partie de vente, je te parle sur la partie de négo, tu vois. D'être en mode, toi, tu veux que je te recrute. On a fait le truc, machin, je te fais une offre. Ça veut dire que je suis clairement intéressée, j'ai envie de bosser avec toi. Si tu commences à négocier, déjà, ça veut dire que tu es intéressé aussi, a priori, tu vois. Et donc, du coup, on a envie de bosser ensemble. Et là, par contre, le truc de base, de se dire, je peux aller chercher un peu. Donc, soit tu te dis, t'as beaucoup plus que ce que tu pensais, je sais pas quoi. Je dis pas qu'il faut systématiquement négocier. Mais je dis que t'as un peu un truc d'attitude. Et je reviens à ce que je disais, hein. Moi, j'ai besoin de gens qui ont la dalle. Et c'est pas pareil que j'attends d'un commercial que d'un dev, parce que tu vois, c'est pas non plus les mêmes skills, etc. Mais c'est pour ça que je précisais. Mais deux commerciaux à salaire proposé égal, tu privilégieras celui qui va vouloir négocier son salaire. Non, quand je dis tu privilégieras, c'est que pour toi, c'est un signe qu'il a la dalle et que ça va être un bon sales. Ouais. Je dis pas que j'embauche pas l'autre, hein, parce que si je fais une offre d'eux, c'est que les deux me paraissent hyper intéressants. Tu trouves pas si les deux rentrent en même temps et qu'il y a eu plein d'histoires comme ça, tu comprendrais, là, moi je me mets à la place de l'autre. Peut-être l'autre, il connaît pas sa valeur autant que celui qui a négocié, et peut-être qu'il ne prend pas de plaisir à essayer de te convaincre, qu'il va faire ses 6 mois, et qu'ensuite il va voir sa valeur. Mais s'il apprend au bout de 3 ou 6 mois que le gars à côté, il gagne 200 balles de plus par mois, moi je trouve, à sa place, que j'ai plus confiance en toi. Alors, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais déjà, tous les salaires qu'on a dans la boîte, que ce soit les offres qu'on fait ou les augmentations, avec Max, on compare tout le temps par rapport au reste. Et tu vois, on se dit, toi, t'es payé tant, moi, je suis payé 3 à 4 plus que toi par an. Est-ce que c'est justifié ? Est-ce que, en fait, mon impact, il est super retien ? Enfin, tu vois, on passe un peu notre vie... mais pas dans un sens malsain de lui travaille mieux que lui, c'est pas la question, c'est juste un truc un peu de cohérence. Tu vois, est-ce qu'il y a une cohérence, tu vois, en fait c'est vrai que lui il est payé moins bien que lui alors qu'il travaille, nous on trouve qu'il a plus d'impact, c'est pas normal, il faut rectifier la situation. Quand on fait des offres, c'est pareil en fonction de ce qu'on, alors là c'est plus t'imagines ce que la personne va t'apporter parce que t'as pas encore commencé à bosser ensemble, mais de dire par rapport à ça on estime que tu vaux tant, et alors que tu essayes de négocier, ça veut pas dire que je vais te dire oui, tu vois, si je fais 2 offres en même temps, que je les ai faites au même prix parce que pour moi les 2 personnes valent exactement la même chose et que toi tu veux plus, ça dépend, parce que tu vois, si tu parles de beaucoup plus, c'est du cas par cas aussi, on va pas se mentir, j'ai pas de réponse générale, mais de dire à un moment, non, moi je suis capable, je l'ai déjà dit, non, parce qu'il faut que ça reste cohérent par rapport aux autres, et par contre, ce que je peux dire, et la force que j'ai, c'est de dire, par contre, j'augmente les gens rapidement, et j'ai déjà plusieurs exemples de quelqu'un, même après quelques mois de CDI et tout, qu'on a augmenté, tu vois, parce qu'on était en mode,
en vrai, il fait du taf de fou, il mérite plus que ça. Et tu vois, là, tu surprends la personne positivement et tout ça, et parce qu'on n'a pas de règles particulières. Mais donc, du coup, je préfère souligner ça en disant, si tu taffes, tu vas être récompensé. J'ai plusieurs exemples pour le prouver. Et de toute façon, tu le verras parce que ce qu'on demande, c'est trop intense, parce que si tu ne t'en pas valorisé, tu vas te barrer. C'est évident. C'est évident. Donc, tu veux valoriser les bons éléments, et donc, tu trouves des moyens de le faire. En fait, dans une boîte à 11 personnes, et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Tu vois, le jour où on est 100, on se reparle, et je pense que j'aurais une approche complètement différente. Mais bon, si tu as un bon élément, que tu ne me rejoignes ou que tu m'aies rejoint depuis 1 an, si tu te sens pas valorisé, c'est pour moi que c'est un problème au final, c'est pas pour toi. Donc, tu vois, donc je vais tout faire pour que tu te sentes valorisé dans ce que tu fais. Moi, je te dis, je suis un piètre sales. Je le raconte tout le temps dans la tête d'un CEO. Par contre, je peux te jurer que demain, je bosse pour 10%. Je te mettrai des négos de bâtard. Très bien. Bah, parfait. Non, mais en fait, c'est ce que moi, je veux te faire toucher. C'est que je sais pas me vendre. J'ai l'impression de me vendre, même avec dans la tête d'un CEO. Mais vendre un produit qui marche. Et en plus, c'est toi, Clémence, qui m'a fait confiance. Mais je vais te le rendre fois 1000. Et par exemple, j'ai des monteurs vidéo. Je les ai augmentés. Et en fait, pourquoi ? Parce que j'ai trop peur qu'ils me quittent. Et malgré que je les ai augmentés, il y en a qui me lâchent du jour au lendemain sans te dire. Ils sont pas en CDI, c'est un petit peu les aléas. Moi, je voulais te poser une question tout à l'heure par rapport au fait de CEO et par rapport à tes employés. Je veux juste comprendre, et aussi tes investisseurs. Est-ce que tu te permets d'être vulnérable, de partager tes craintes ? Et si oui, est-ce que c'est avec tes employés, avec tes investisseurs ? Est-ce que c'est avec certaines personnes en fonction du degré de proximité ? Là, c'est de l'émotionnel. C'est une très bonne question et j'y réfléchis énormément parce que je suis quelqu'un d'assez transparent. Je déteste les gens qui parlent comme ça. Je suis quelqu'un de je suis assez transparente comme personne et donc honnête, quand je suis contente, c'est écrit sur ma tronche et quand je suis pas contente, quand je suis stressée, c'est écrit sur ma tronche. Enfin vraiment, je suis assez lisible. Voilà. Je suis assez lisible. Okay. Non mais je pourrais mentir, mais ça m'intéresse pas trop comme truc. Ah moi, je pense que je mens. Tu vois que je suis pas bien. Genre. Donc... Du coup, il y a un peu ce truc de, tu vois, avec ma team au début, puis on n'était pas beaucoup, machin. J'ai un peu envie d'être transparente sur tout. Et après, tu te rends compte aussi, moi, j'ai trouvé, quand j'ai eu des bons managers dans mes précédents tafs, et surtout dans mon ancienne boîte, du coup, là où j'étais chief of staff du CEO, je trouvais qu'il était excellent. Parfois, moi, je voyais des trucs, parce que du coup, je bossais avec lui sur pas mal, où j'entendais parler de beaucoup de choses, qu'il y avait des situations hyper stressantes. Et il filtrait de fou en fonction de chaque personne, parce que ce qui était pertinent pour cette personne-là ou non. Et je me suis dit, mais c'est ça un bon manager. Enfin, c'est ce côté de vraiment, en fait, toi, ça te concerne, donc je vais t'en parler. Je vais dire, bah là, c'est un peu ric-rac, là, c'est compliqué, là, faut qu'on se bouge, on n'est pas aux attentes, etc. Voilà. Mais sur un sujet qui te concerne pas du tout, te dire, puis là, c'est la merde, et puis on n'a pas assez de cash, et puis t'as vu, machin, il a pas renouvelé, et puis machin. En fait, ça te regarde pas. Et du coup, il y a un peu un côté de, il faut filtrer. Moi, j'ai besoin que tu aies la dose de stress sur laquelle tu peux avoir un impact. Parce que sinon, si tu commences à paniquer et à partir dans tous les sens, j'ai aucun intérêt. Donc, du coup, je mets un peu des pincettes je suis assez transparente et au bureau, jusqu'à présent, je crois que je l'ai pas mal fait. Il y a des moments où je suis hyper contente, je le dis, ça se voit, je vais débarquer au bureau avec des cookies pour tout le monde. Et il y a des moments où, en fait, parce que c'est quand même dur comme taf, tu vois, ça arrive au mois de décembre. En vrai, j'étais fatiguée. Je travaillais énormément. Donc, j'étais hyper fatiguée, un peu stressée. Donc, du coup, c'est un cercle de merde parce que, du coup, t'es encore plus fatiguée, t'es encore plus stressée, tu gères moins bien les trucs. Tu peux te noyer dans un verre d'eau pour un truc de merde, tu vois. Et franchement, ça se voit. Mathilde ne peut pas ne pas le savoir. Et donc là, je préfère dire en mode, bah ouais, tu vois, j'ai dit en ce moment, c'est compliqué. Donc, t'es honnête, au moins. Ouais. Et ça veut pas dire qu'ils sont au courant de tous les sujets, de toutes les raisons pour lesquelles c'est compliqué, parce qu'il y a des trucs, en fait, ça les regarde pas ou c'est pas pertinent pour eux. Enfin, c'est pas intéressant. C'est pas dû à toi, à eux, c'est toi. Et tu vois, je suis capable de dire en mode ouais, en ce moment, je suis un peu fatiguée, je suis un peu stressée, je suis un peu à cran, mais je préfère le dire. Et enfin, c'est ok, tu vois. Et donc, du coup, t'entends et de dire, bah, peut-être que là, il faut que je rentre chez moi, là, il faut que je machin. Et ça t'excuse pas non plus parce que t'as pas le droit de te comporter mal au travail, tu vois. Mais il y a des moments où tu t'es un peu plus à cran, ça se sent d'une manière ou d'une autre. Bah, au moins, t'expliques pourquoi. Et parfois, tu dis, bah, désolé, c'est vrai que je suis un peu à cran. Bien, peut-être on reparle de ça demain parce que du coup, là, on va pas arriver à la solution. Mais je trouve que c'est assez cool d'être transparent et faut que tout le monde se sente impliqué dans la boîte. Et donc, c'est pas que quand c'est les bisounours, c'est que tout va bien. Non, il y a des sujets où on a la pression sur des trucs, on a machin, voilà. Mais en filtrant ce qui est pertinent pour eux de savoir ou non, tu vois. On va clôturer cet échange, car apparemment, on a un peu débordé. C'est ma dernière question. Comment bien la poser ? Tu ne mets pas facile dans ce podcast, Clem, parce que tu es bavarde avec moi aussi et du coup, je pars en cacahuète. Je t'avais prévenu, hein. Non, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'à la fin. C'est peut-être ma dernière question, mais en vrai, la plus intéressante. J'ai l'impression que tu as réussi à créer une boîte à ton image, à tes valeurs et peut-être ça va évoluer, etc. Mais en tout cas, tu m'as l'air d'être bien, genre d'avoir du fun, d'être ancré et d'être aligné.
t'as vécu des choses où j'ai presque le sentiment, dis-moi si je me trompe, que t'as peut-être eu peur de te décevoir toi, mais aussi des gens qui comptaient pour toi, ta famille, etc. Je voudrais savoir, sans parler de ta famille, qu'est-ce que toi, tu pourrais donner aux gens de la prochaine génération? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire à des gens entre 15 et 25 ans pour qu'ils puissent avoir cette force? Je sais pas si c'est une force tranquille, parce qu'en vrai, t'es pas si tranquille. Non, et voilà. Si ma team t'entendait, il serait en mode non. Mais au moins accueillir l'incertitude et voir le fun là-dessus et se dire que au pire du pire, en tout cas j'ai pris un risque, je l'ai mesuré, je vais pas mourir, on sauve pas des vies. Qu'est-ce que tu leur dirais pour que ces personnes qui ont peur, parce que c'est de la peur je pense, puissent se projeter et se lancer? C'est une hyper bonne question. Déjà, projetez-vous dans les scénarios. Enfin, tu vois, t'as le côté de dire, ok, je peux pas faire ça, c'est impossible, c'est trop stressant et tout. Dire, vas-y, imagine, tu le fais. Imagine, ça se passe de la pire manière possible. C'est quoi le pire scénario? Et souvent, un peu, moi, j'aime bien, en mode, j'ai un côté de, je fais un peu les scénarios dans ma tête. Et du coup, déjà, ça dédramatise un peu. De se dire, ok, à nouveau, souvent, le pire scénario d'un taf, un truc, contacter quelqu'un, c'est qu'ils te répondent pas, ou tu sais, un truc comme ça, et que tu retournes dans la situation dans laquelle t'étais de base. Bon, elle est pas si terrible, ta situation, tu vois. Donc, vraiment, essayer de mapper les scénarios pour dédramatiser. De tenter des trucs, parce qu'en fait tu construis tes victoires aussi, tu vois, et quand tu te prends un mur, de trouver autre chose, mais de tenter des trucs, parce que quand tu prends un mur, il faut retenter encore plus derrière, parce qu'il y a un truc qui va finir par marcher, de taffer, de m'envoyer un message s'ils veulent. Moi je suis ravie, j'adore parler avec des gens, et moi je suis trop bien entourée, vraiment je suis tellement dans ma vie perso et pro, je suis tellement bien entourée, et ça fait tellement toute la diff, et du coup j'essaye dès qu'on me contacte dans la vie perso ou pro, dès que je peux faire quelque chose pour aider, de le faire. Donc, vraiment avec grand plaisir. Et c'est ce côté d'aller chercher des gens sur lesquels on peut un peu se reposer. Moi, j'ai mon ancien boss. C'est une des stars de ma vie aussi. Et dans les moments de doute, dans les moments où j'ai l'impression que c'est trop, dans les moments machin, en fait, ça fait partie des gens à qui j'envoie un message en disant... oh là là, c'est pas facile, tu vois, et qui va me dire, attends, et c'est lui qui va, quand t'arrives pas à dédramatiser tout seul, c'est lui qui va être hyper fort pour dire en mode, mais attends, mais regarde, ça va, tu sais, qui va donner les petites clés pour que ça aille. J'ai ça avec Max aussi, de dire, c'est un peu dur ça, tu vois, machin, mais donc voilà, il faut bien s'entourer. Donc bien s'entourer, tenter des trucs, mapper les scénarios, en général, c'est pas si grave, et trouver des gens, s'entourer de gens qui donnent de l'énergie. Et je vais un peu, tu l'as pas dit, mais j'ai l'impression qu'il y a un exercice de visualisation par moment, peut-être aussi. Où tu te dis, ok, si ça marche, parce que là tu dis si ça marche pas, qu'est-ce qui se passe? Mais si ça marche, ça pourrait être ça. Ça peut. Et moi, je suis un peu freestyle. Genre, je suis pas très forte en planning et tout, mais je suis plutôt en mode, je préfère le bien. Je l'imagine pas trop. Je suis en mode, on tente et on voit ce qui se passe, tu vois. Mais par contre, je vais faire ça, je vais imaginer le pire pour justement me dire, vas-y, tente, parce que vraiment, ça vaut le coup, parce que c'est pas si pire. Donc, mais chacun relativisons, quoi. Ouais. Et yallah. Et Yallah, je peux pas te relancer. En plus, elle me balance des petits mots comme ça. Le Maroc est en finale de la CAN. Merci Clémence. Un grand merci. Avec grand plaisir. On va boire un petit café et débriefer. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. C'est pour ça que moi, je veux peut-être terminer là-dessus. On en a un peu parlé, mais il y a un moment, il y a des gens, ils vont embrasser leur trauma. Et moi, c'est un petit peu l'idée aussi de ce podcast. On en porte tous en nous. Et je suis sûr et certain que si on les dompte, on va pouvoir, en tout cas pour les gens que je reçois, miser sur soi pour impacter notre société positivement. Donc merci, et je pars installer 10%. Merci beaucoup. Bye Clem, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est déjà la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, pourquoi vous nous le diriez pas? Laissez-nous un petit commentaire, un petit like, partagez-le à des amis, des personnes qui seraient susceptibles d'aimer cet épisode, et n'hésitez pas non plus à nous proposer des invités pour les prochains épisodes. Le prochain épisode sort lundi, je vous laisse vous abonner dès maintenant, et encore une fois, merci de nous soutenir et de nous écouter. Un grand merde à toutes les personnes qui entreprennent, et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.